Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré au Cyber Resilience Act. Je suis Stéphanie Schoen, directrice écosystème du pôle Actantis, donc pôle Deep Tech numérique et photonique. Bienvenue. Juste quelques éléments techniques. Donc, le webinaire sera enregistré. Vos micros seront coupés, mais je vous invite fortement à utiliser le module questions qui est donc dans votre barre à droite et qui vous permettra de poser toutes vos questions au fil de l'eau. L'idée, c'est de vous permettre d'échanger au maximum. On prendra les questions, quelles qu'elles soient, et on espère qu'elles seront nombreuses. Je vais d'ores et déjà vous présenter l'agenda. Donc, rapidement après cette introduction, nous allons parler des enjeux de la Security by Design et des exigences du CERA, donc le Cyber Resilience Act. Nous ferons également un focus sur la classification des différents produits et solutions, ce qui est un petit peu la difficulté par rapport à ce règlement. Et on continuera sur un sujet de l'évaluation en continu pour voir comment évaluer cela avec une solution, avec des solutions, avec des produits qui existent pour le faire. Et on présentera également en toute fin de séquence les premiers résultats de l'enquête en cours que nous avons menée depuis début septembre. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous aurons Stéphane Mouy, qui est directeur général de CLR Labs. Et nous aurons également Nicolas Gaume, directeur innovation de Moabi. Je me permets de vous présenter la mise en place de l'accompagnement qui a été mené depuis cette année pour ce sujet CRA, qui est un sujet un petit peu compliqué à appréhender. Donc, pour mieux comprendre tout cela vis-à-vis de nos membres, je rappelle que nous avons 300 membres au pôle Actantis, à peu près 250 entreprises, parmi elles 210-220 petites entreprises, TPE, PME. Nous avons mis en place une enquête pour mieux comprendre comment est notre écosystème, comment il est positionné finalement vis-à-vis de ce règlement. D'ailleurs, je vous invite, je vous donnerai le lien, je vous invite à suivre également ce lien qui est, Aldric l'a fait. Parfait, merci Aldric. Il est disponible dans le chat si vous souhaitez participer à cette enquête en tant que membre d'Actantis. Deuxièmement, au-delà de l'enquête, pour mieux comprendre à quoi les entreprises innovantes sont exposées, nous organisons des webinars. Celui-ci est un bon exemple de sensibilisation 2 fois par an sur les sujets Security by Design et certification, puisque vous verrez qu'il y a 2 possibilités. En fait, on les mélange relativement souvent parce que les 2 sont relativement liés, mais il y a 2 possibilités d'être accompagné à la fois sur la Security by Design et sur la certification. Ensuite, avant-dernier point, c'est qu'on s'est rendu compte, et on le sait, que ce règlement est évolutif et on ne peut pas toujours se tenir au courant de tout. Donc, nous avons décidé de publier 2 fois par an une note sur les évolutions de ce règlement, qui sera finalement un petit peu dans le temps, puisque il a une petite spécificité, ce règlement. Il est rentré en vigueur en fin d'année 2024 et les exigences seront nécessaires d'être totalement suivies à partir de fin 2027, selon nos informations de ce jour. Donc, il y a quand même une grande marge de manœuvre et il y a possibilité du régulateur de bouger les lignes sur les classes, sur un certain nombre de sujets, sur la façon d'évaluer les produits, etc., etc. Et donc, dernier point de cette mise en place d'accompagnement dans la durée, c'est la possibilité pour vous de vous faire aider sur ces sujets dans un accompagnement individualisé et qui est pris en charge en partie par la région Sud. Il faudra dans ce cas, bien évidemment, être une entreprise dans la région Sud, absolument.
rapidement sur ces deux programmes. Ils ne sont pas très différents, mais ils se focalisent sur quelque chose de différent à la source. Donc, le premier, Security by Design, il est vraiment là pour évaluer le niveau de sécurité des solutions et des produits. Il y a bien évidemment une possibilité de faire des tests, des pen tests, pour voir comment réagissent les solutions et les produits. Il y a identification des priorités, plans, recommandations et bien sûr montée en compétences des équipes. Ce programme a déjà été diffusé, il a déjà été réalisé ces dernières années. Et ce qu'il en ressort beaucoup pour les entreprises, c'est mieux comprendre, mieux se préparer, monter en compétences de toutes les équipes en continu. Donc ça, c'est extrêmement important pour les jeunes entreprises. C'est bien évidemment réalisé par des experts cyber en hardware et en software, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Donc c'est bien la région Sud qui cofinance et il reste un reste à charge relativement faible par rapport au nombre de jours d'accompagnement. Vous avez son pendant qui est sur un sujet plutôt certification conformité, puisque nos membres ont quand même la particularité, pour certains, de travailler dans des environnements très certifiés. Pour ça, il faut se préparer, il faut anticiper. On n'arrive pas à une certification sans préparation relativement longue quand même. On ne peut pas se préparer en quelques mois. En général, il faut faire cela sur une durée assez longue. Donc là, on fait une préparation, une analyse pour voir si la certification visée est bien celle qu'il faudrait. Savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire, dans quel laps de temps. Pareil, plan d'action, étape, montée en compétences. On peut également le faire sur des sujets qui ne seraient pas uniquement des certifications produits, mais qui pourraient être des certifications organisationnelles. C'est réalisé par des experts sur ce sujet certif, conformité. De la même manière, pour les régions qui sont basées en région Sud, c'est pris en charge pour moitié et il reste un reste à charge autour de 5 200 €. Voilà pour mon introduction qui est assez globale. Donc, je vous rappelle, on va vous aider tout le long de ce laps de temps jusqu'à 2027. Vous pouvez nous solliciter et on sera là pour vous aider sur tous les sujets. Nous avons suffisamment d'expertise sur Security by Design ou certification ou ce fameux règlement qui n'est pas le seul. Vous le savez très bien, il y a d'autres règlements, notamment on abordera certainement RED, qui est déjà en application depuis le mois d'août, si je ne me trompe pas, de cette année. Sans attendre, je vais passer la parole à Stéphane Mouy qui va se présenter. Alors Stéphane, je te passe la possibilité de présenter ton écran. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Alors je vais essayer de partager mon écran. Alors, check. Alors, tu m'avais montré tout à l'heure, forcément. Normalement, petite. Voilà. Je pense que ça doit être bon, oui. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? A priori, oui, si tu le mets en plein écran. Bon. Allez, c'est magique. Je vais essayer de fermer. Alors, il faut que j'arrive à fermer les pop-up. Voilà. Est-ce qu'on voit bien la présentation, Stéphanie? Oui, très bien, on t'entend bien. Normalement, tout va bien. Très bien. Enchanté. Donc, Stéphane Mouy, je suis directeur général d'une petite société basée à La Ciotat, cabinet Louis Reynaud, CLR Labs. Et aujourd'hui, j'interviens en tant que cofondateur d'une société qui s'appelle Trust&See et qui a l'honneur de pouvoir vous présenter la partie CRA et Security by Design. Et voilà, comme l'a évoqué Stéphanie, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. L'idée, c'est que ça soit interactif. Et si vous avez des questions ou des objections, n'hésitez pas à les formuler. Donc Trust&See, très rapidement, c'est une entreprise qui a été créée en 2023 par deux experts de cybersécurité basés sur le constat qu'on avait besoin de bâtir des capacités régionales. Donc Trust&See a été qualifié PACI par l'ANSSI il y a quelques mois. Et donc, on a l'honneur de faire partie des organisations qualifiées PACI. Je crois qu'on a le numéro 73 dans la liste. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises régionales dans la partie conformité sur leur système d'information. Donc,
Le point important aussi, c'est qu'il y a un réseau d'experts derrière TrustNC qui permet de travailler d'une façon collaborative. Les services, très rapidement, donc audit de sécurité, soit la préparation à des audits PASI, soit les audits PASI, les guides d'hygiène, la conformité aux guides d'hygiène de l'ANSSI, la préparation à la 27001, et ensuite tout ce qui est conseil en architecture et formation pour la partie security by design, mais aussi la mise en place des bonnes pratiques. Donc, aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est qu'on est devant un corpus réglementaire qui est en cours d'accélération dans le monde du numérique. Je crois qu'il y a plus de 70 ou 75 actes réglementaires sur le sujet du numérique dans son ensemble. Et il y a des réglementations et des directives qui sont structurantes pour la partie cybersécurité. Donc aujourd'hui, on voudrait faire un petit focus sur le CRA, mais le CRA doit être vu aussi dans l'ensemble des réglementations de cybersécurité, puisque le puzzle européen est en cours de construction, notamment avec les exigences de cybersécurité sur la RED, donc la Radio Equipment Directive, aussi sur les intelligences artificielles, donc ce qu'on appelle AI Act, et aussi la partie sécurisation des systèmes d'information des entités essentielles à travers la NIS2. Donc, ce que je vous propose, c'est que ce paysage réglementaire, Jean-Luc a mis un petit millefeuille, et c'est un petit peu pour vulgariser cette problématique-là. C'est qu'on a un millefeuille réglementaire, et l'objectif, c'est de pouvoir savoir quoi s'applique où et quand, et sur quelle typologie de produit, en sachant qu'il y a quand même une révolution dans le CRA, c'est que les produits couvrent la partie hardware et la partie software. Jusqu'au CRA, il y avait un long débat sur est-ce que les softwares sont des produits ou pas. Et du coup, le CRA a tranché, le hardware et le software sont considérés comme des produits. On est devant une augmentation de la menace cyber. Voilà, ce sont des sujets qui sont depuis 2007, suite à l'attaque massive sur l'Estonie, sont devenus le quotidien de tous les experts de cybersécurité, mais aussi les gens qui protègent les systèmes d'information et les personnes qui préparent les produits qui vont être connectés. On a de plus en plus d'interconnexions entre les infrastructures IT et OT. Et donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on a le monde de l'IT et le monde du produit qui sont en train de se rencontrer. Et sur la problématique aussi de la supply chain de tous ces produits. Donc, les textes, notamment le CRA, couvrent les produits qui intègrent du logiciel, donc du hardware avec de la gestion à distance du logiciel, mais aussi la partie logicielle en tant que telle, et donc tous les interfaces, que ce soit les interfaces protocolaires, les interfaces avec les humains, les interfaces diverses et variées. Dans ces textes-là, donc on l'a vu, le premier texte intéressant, c'est le CSA, donc ce Cyber Security Act. Ce texte-là a mis un cadre pour avoir une harmonisation des schémas de cybersécurité au niveau européen. Comme vous le connaissez peut-être, il y a les schémas de certification de l'ANSSI, critères communs qui existaient depuis de nombreuses années. Et en fait, le CSA a été mis en place premièrement pour donner un mandat permanent à l'ENISA, qui est l'agence européenne de cybersécurité qui coordonne les efforts des agences nationales de cybersécurité. Et le deuxième point qu'a donné le CSA, c'est la mise en place de ce framework de certification européen qui a permis notamment de transférer les schémas de certification critères communs dans le cadre de l'ancien accord de coopération SOGAIES au niveau européen avec la création du schéma IUCC, qui est le premier schéma de certification européen qui a été mis en place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres schémas de certification qui sont en cours, notamment sur la partie EU Cloud ou la partie 5G. Ces schémas-là ne sont pas terminés actuellement. Par contre, ces schémas-là, ils n'ont pas d'obligation. On n'a pas d'obligation d'aller se faire certifier sur ces schémas-là. C'est complètement volontaire et c'est une démarche volontaire de certification. Néanmoins, si d'autres réglementations obligent la certification, on peut utiliser le CSA. Notamment, on le voit sur plusieurs autres réglementations. On le voit notamment sur tout ce qui est passeport, carte de résident, qui renvoie sur les schémas de certification IUCC. Ou plus récemment, on a la certification du wallet européen qui renvoie sur l'IUCC pour tout ce qui est
tout ce qui est hardware et gestion de la cryptographie, et qui a demandé à l'ENISA aussi de créer un schéma de certification du wallet européen. On a la directive NIS2 qui définit 18 secteurs d'activité qui doivent mettre un minimum de sécurité et de processus. Ce qui est important de savoir, c'est que la NIS2 est une directive, donc elle ne s'applique pas directement aux États membres, il faut une transposition. Donc aujourd'hui, chaque État est en train de faire une transposition de la NIS2. Et la cible de la NIS2, ce n'est pas les produits, c'est vraiment la partie entité et infrastructure. Le CSA couvre aujourd'hui les produits et les personnes, et il est en cours de révision pour pouvoir couvrir les services managés de cybersécurité. Ensuite, on a le CRA, donc qui est le Cyber Resilience Act, et en fait, les trois règlements que vous avez, enfin les deux règlements et la directive que vous avez en dessous, le CRA, la RED et l'IACT, sont très importants puisque ce sont des règlements de mise sur marché des produits. Donc, ça veut dire quoi? C'est que pour apposer le marquage CE qui est obligatoire, il va falloir être conforme au CRA, à la RED et à l'IACT si les produits et les logiciels correspondent aux définitions du CRA, de la RED et de l'IACT. Le CRA est mis en place pour élever le niveau de cybersécurité au niveau européen et il est très large puisqu'il couvre tout ce qui est produit connectable. Ça veut dire que même si le produit n'est pas directement connecté à un réseau d'échange d'informations, s'il est potentiellement connectable en indirect, il rentre aussi dans le périmètre du CRA. Donc la RED, c'est tout ce qui est Radio Equipment Directive pour les matériels de télécommunication. Et donc, il y a une norme harmonisée qui a été produite pour avoir une présomption de conformité sur les exigences de cybersécurité dans le cadre de la directive RED. Alors aujourd'hui, il y a des discussions entre le CRA et la RED. Je ne pourrais pas vous répondre comment ça va se biseauter, mais il semblerait qu'il y ait un biseau sur la cybersécurité entre la RED et le CRA qui est en cours de définition. Et l'IA-Act, en fait, c'est pour toutes les solutions qui ont de l'IA à l'intérieur. Il y a des obligations de transparence et de responsabilité sur les développeurs de ces IA. Et il y a eu une classification des IA en différentes catégories, notamment des IA interdites ou des IA à haut risque. Je ne sais pas s'il y a des questions, Stéphanie, parce que je ne vois pas le chat. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Parfait. Tout va bien. Donc, si on rentre un petit peu plus dans les détails du CRA, quels sont les objectifs? Alors, on est face à un nouveau règlement. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous les produits qui sont mis sur le marché au niveau européen soient couverts en termes d'exigences de cybersécurité. Alors, on pourrait l'entendre, donc on va le voir un peu plus loin, on pourrait l'entendre comme un acte qui permet d'avoir une première marge de cybersécurité. Mais en fait, quand on regarde les exigences essentielles et quand on regarde la classification des produits, pour la plupart des industriels, ça va être une marche assez haute à franchir, notamment parce qu'il y a plein d'exigences sur la documentation, sur l'analyse de risque, sur la déclaration de vulnérabilité coordonnée, etc., etc. Donc, comme évoqué par Stéphanie, c'est un règlement qui est rentré en vigueur sur fin d'année 2024, avec à partir de 2025 l'obligation de notifier les incidents de sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle la divulgation coordonnée de vulnérabilité. Et 2026, c'est en mise en œuvre complètement dans l'Union européenne avec une date limite en 2027 sur la mise en conformité des produits. Il y a un point qui est important, c'est que tous les produits qui sont déjà sur le marché ne sont pas concernés par cette réglementation. C'est pour les nouveaux produits qui vont être mis sur le marché. Donc, il est important de savoir qu'il y a une phase de biseau. Qui est concerné? Ce sont tous les fabricants, les éditeurs de logiciels, mais aussi ceux qui font l'importation ou la distribution, puisqu'ils sont responsables de la mise sur le marché. Et j'insiste sur ce point-là, c'est que le CRA est vraiment une réglementation de mise sur marché des produits. Et donc, c'est pouvoir apposer le marquage CE sur votre produit. Et on verra que pour faire le marquage CE, vous devez faire une déclaration de conformité. Et donc, dans la déclaration de conformité, il y a des exigences à mettre dans la déclaration de conformité. Et bien sûr, il y a des choses à faire en fonction de la classification de vos produits. Voilà. Le périmètre, très important, comme je l'ai évoqué, c'est des produits
hardware ou software qui sont potentiellement connectables et qui peuvent potentiellement avoir un système de ce qu'on appelle un remote data processing qui utilise un service distant pour pouvoir gérer le produit. Donc, typiquement des SDK sur des serveurs qui gèrent des produits connectables sur le terrain. Donc ça va être très important aussi, c'est comment on inclut la partie back-end de gestion des produits connectables dans la déclaration de conformité. Les points saillants du CRA, donc c'est des obligations pour les fabricants, mais aussi les distributeurs et les importateurs, le marquage CE. Le point du CRA, c'est très important, il est basé sur le principe de responsabilité et d'accountability, comme on dit en anglais. Ça veut dire que on demande aux développeurs, aux fabricants ou à l'importateur de prendre la responsabilité de ce qu'ils déclarent. Il y a certaines choses qui demandent des tests de tests complémentaires, mais vraiment la philosophie du CRA, c'est pas d'imposer des certifications externes ou d'imposer des obligations de certification par des laboratoires, c'est vraiment de mettre la responsabilité au cœur du développeur, du fabricant, de l'importateur ou du distributeur. Le point important aussi, c'est qu'il y a des sanctions, donc un petit peu comme dans la réglementation générale sur la protection des données. Le principe de base, c'est la transparence et la surveillance du marché. Donc, en fait, dans le CRA, il y a une petite zone floue, c'est qu'on n'oblige pas la certification tierce, mais on a quand même des organismes de certification qui vont être notifiés par les États membres au niveau de la commission, donc ce qu'on appelle des CAB, des Conformity Assessment Body. Et c'est ces CAB qui auront la responsabilité de la surveillance du marché. Donc, comme l'a dit Stéphanie, il y a plusieurs choses qui sont encore un petit peu floues dans la compréhension du CRA, et notamment cette partie surveillance du marché. Je ne sais pas très bien comment elle va être mise en œuvre. Les points importants aussi, c'est que tout est basé sur le risque, et donc l'analyse de risque n'est plus aujourd'hui un nice to have, mais ça devient obligatoire à mettre en œuvre sur les produits. Et la problématique, c'est qu'il va falloir définir ce qu'on appelle l'intended purpose, c'est-à-dire que le même produit peut avoir plusieurs intended purpose. Donc, un produit A peut être utilisé, par exemple, prenant un lecteur biométrique, il peut être utilisé dans le cadre d'un contrôle d'accès physique ou dans le cadre d'un déploiement d'un système d'identité numérique. Et donc, en fait, l'analyse de risque de l'intended purpose numéro 1, qui est le contrôle d'accès physique, sera forcément différente de l'analyse de risque de l'intended purpose numéro 2, qui est le déploiement de ce lecteur dans un système d'identité numérique. Donc, les exigences principales, je n'ai pas voulu copier les annexes 1 de la réglementation. Donc, on vous mettra dans le chat le lien sur le CRA. L'annexe 1 est plutôt bien faite et vous avez une liste d'exigences essentielles composée de 2 volets, donc des exigences liées à la cybersécurité des produits connectables et la deuxième partie qui est liée à la divulgation coordonnée de vulnérabilité et l'obligation de notifier les vulnérabilités. Le point important aussi, c'est qu'on a tous les produits qui rentrent dans le CRA qui sont connectables et la commission a proposé 3 classes, donc la classe 1, la classe 2 et la classe 3, qui couvrent des produits importants ou critiques en fonction de la classification. Pour résumer, les produits de classe 3, on va retrouver historiquement tout ce qui gère la cryptographie, on va dire les Secure Elements et les HSM. Les produits de classe 2, on va retrouver les produits qui gèrent de la cryptographie avec un niveau de sécurité plus bas, comme les ASIC ou les microcontrôleurs multipurpose qu'on peut retrouver dans des produits IoT. Et la produit de classe 1 couvre énormément de produits. Ça va du VPN au wallet européen, au système d'identité, au système de supervision des réseaux, etc., etc. Voilà. Et sur chacun de ces classes, il y a des exigences qui sont mises en place, notamment sur l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles au travers de ces 3 classes. Donc, vous pouvez découvrir les classes en annexe 3 et en annexe 4 du CRA. Le point important de bien comprendre, c'est que c'est garantir la sécurité des produits qui sont mis sur le marché. Une analyse des préalables est obligatoire. Il doit y avoir un développement sécurisé. Donc, je vais présenter dans la deuxième partie le principe du privacy by design.
du security by design, mais c'est lié de toute façon. C'est-à-dire qu'il faut bien identifier suite à l'analyse de risque ces biens sensibles, où sont stockés ces biens, où les biens passent en transit, parce qu'il y a des obligations aussi de protection des biens sensibles lors du transport de ces biens entre différents produits qui sont connectables, et aussi de bien documenter et aussi d'effectuer des tests. Alors, bien sûr, ces tests peuvent être réalisés en interne, il n'y a pas d'obligation de les réaliser en externe. Après, techniquement, on pense qu'il y aura beaucoup de tests qui seront faits par des tests externes pour des raisons de facilité et de timing. L'exigence aussi, c'est à la fin, l'objectif, c'est de garantir que l'exploitation soit sécurisée grâce à une documentation, un user guide, un administrateur guide, et aussi la partie mise à jour, comment on met à jour si on détecte des vulnérabilités. Tout ça pour garantir qu'on a un maintien de niveau de sécurité tout au long du cycle de vie du produit et d'augmenter le niveau de sécurité. Alors, ça paraît assez simple pour les experts de cybersécurité qui ont l'habitude de travailler sur du critère commun ou sur du CSPN, mais pour des petites entreprises qui ont comme cahier des charges fonctionnel un fichier Excel ou un vocal qui a été envoyé à leur R&D, ça va demander des gros efforts de qualité et de mise en place d'une documentation et d'une gestion qualité des développements. Voilà, ça, c'est un point essentiel d'impact pour mettre en œuvre les exigences. Stéphane, oui. je me permets de te couper, de t'interrompre. On a plusieurs questions. Est-ce qu'on va les prendre maintenant? Oui, volontiers. Donc, une question de Stéphane, si je le prononce bien. La question, c'est comment voyez-vous les applications basées sur la blockchain? Quelles réglementations sont-elles concernées? Alors, la blockchain, c'est composé de nœuds Ethereum, de nœuds, pardon, ça peut être Ethereum ou autre. C'est composé de custody, c'est composé de wallet, et donc ça rentre dans la définition d'un produit connectable. Donc déjà, le CRA s'applique sur chacun des sous-systèmes, pas sur le système entier, hein, sur chacun des sous-systèmes. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des réglementations qui ne sont pas évoquées là, notamment sur la partie DORA, et il y a des exigences qui vont s'appliquer, notamment pour la partie crypto-assets qui devront être mis en œuvre. Malheureusement, sur la partie crypto-assets, aujourd'hui, il n'y a pas de normes harmonisées, donc il y a des moyens d'audit qui sont, on va dire, propriétaires à chacun des sociétés qui font des audits DORA. Très bien. J'espère qu'on a répondu à la question, Stéphane. Si vous pouvez le confirmer, n'hésitez pas à le faire dans la partie module questions. Petite question complémentaire. Thomas, pour des produits logiciels qui ne visent pas la marque ou le marquage CE, pour des produits non grand public, exemple, une passerelle pour l'industrie 4.0. Quelles obligations CRA? Première question. Deuxième question, également pour l'open source, édition et maintenance, quelles obligations pour le CRA, car pas de mise sur le marché? Eh bien, dis donc, il y en a plusieurs. Alors, on va commencer par ces deux-là. Je vais répondre les deux premières questions. Sur la passerelle pour l'industrie 4.0, si le produit est connectable, le logiciel rentre dans la définition du CRA et donc les exigences essentielles s'appliquent. Voilà, donc les exigences essentielles, c'est l'annexe 1. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est, je pense que de tête, ça ne rentre pas dans l'annexe 1. Donc, ça veut dire qu'on est sur la notion d'autodéclaration de conformité. Néanmoins, il va falloir avoir les éléments pour démontrer que le travail a été fait pour avoir des preuves de conformité aux exigences. Typiquement, dans les exigences essentielles, on demande une analyse de risque. Donc, typiquement, si vous n'avez pas fait votre analyse de risque et BIOS Risk Manager sur votre produit, vous n'êtes pas conforme. Donc, il va falloir faire une analyse de risque, il va falloir faire un cahier des charges, il va falloir faire un guide utilisateur, un guide administrateur et une documentation, les documents qu'il faut pour être conforme aux exigences essentielles. Donc, ça, c'est pour la première partie de la réponse. Pour la deuxième partie de la réponse, c'est très simple. Tout ce qui est logiciel open source en tant que tel n'est pas soumis au CRA, puisqu'il n'est pas mis sur le marché. Par contre, un industriel
qui intègre dans son produit qu'il va mettre sur le marché des briques open source en prend la responsabilité et en fait est responsable du produit qui est mis sur le marché. Et donc, dans les exigences des normes qui sont en cours de création pour répondre aux exigences essentielles, il y a le principe de SBOM. Et donc, l'industriel doit avoir une SBOM pour avoir toutes les dépendances logicielles qui sont attachées à son produit qui est mis sur le marché. Voilà. Est-ce que ça répond aux deux questions, déjà, pour faire une petite J'ai validation? la sensation, mais Thomas nous le dira, en fait, il n'y a pas de distinguo entre grand public et pas grand public. Peu importe, en fait, hein, que ce soit pour le consommateur final ou que ce soit pour le B2B, 2B, enfin tout ce qu'on veut, on est d'accord que ça s'applique en fait partout. Ben, c'est l'objectif du CRA, c'est s'applique à tout produit qui est connectable. Et c'est la force du CRA, c'est que en fait, à part les tables et les chaises en bois et le carrelage dans la maison et les meubles, ben, pratiquement tous les produits où il y a une carte électronique rentrent dans la définition. C'est cela. Ensuite, il y a d'autres questions de Thomas. Donc, également pour l'open source, intégration de librairie dans une solution, mais tu as peut-être répondu, hein, quelles obligations pour le CRA, tu viens de le dire. SBOM, dépendance et responsabilité de la personne qui met le produit final sur le marché. C'est ça. Et également, ça tu l'avais peut-être aussi dit, pour les produits déjà existants, cela veut-il dire qu'ils ne seront pas impactés, y compris dans leur mise à jour? Alors, ça, c'est aujourd'hui, le CRA n'implique que les produits qui sont mis sur le marché après les obligations du CRA, parce que la loi ne peut pas être rétroactive, c'est le principe. La problématique qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de définition de ce que c'est un nouveau produit. Donc, prenons un exemple, une carte électronique qui a un firmware. Si on passe d'une génération 1 à une génération 2 sur du firmware, est-ce que le firmware est un nouveau produit? Je n'ai pas la réponse et je pense qu'on n'en est pas encore à ce niveau de détail dans la compréhension et dans l'interprétation du CRA. Ok, très bien, c'est clair. Autre question. Alors, désolé pour le prénom. Donc, c'est Arulnambi. J'espère l'avoir très bien prononcé. Bonjour, y a-t-il une liste claire de ces classes de produits quelque part? Alors, je crois que c'est Nicolas qui va nous en parler tout à l'heure, hein, pour nous donner qu'est-ce que c'est que ces classes et qu'est-ce qu'il y a dans ces classes. Donc, oui, il y en a une. Oui, après, si on a le temps, peut-être si vous pouvez ouvrir Eurlex pour donner le lien où trouver le CRA et mettre l'annexe 1 en français, à la fin de la présentation, on pourra les parser rapidement, si vous voulez. Si quelqu'un du pôle peut le faire, ça serait super. Aldric, si tu peux la rechercher, effectivement, c'est l'annexe 1. Ok, je m'en occupe. Parfait, Voilà. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Stéphanie? Oui, il y a d'autres questions. Une question de Jean-Philippe. Le marquage CE, c'est plutôt pour des produits consumer? Bah non. Il écrit non, point d'interrogation, mais en fait, le marquage CE, c'est pour tout produit sur le marché, on est d'accord. C'est une mise sur marché sur le produit européen. Donc, en fait, le principe de base du marquage CE, il a été mis en place quand il y a eu le transfert de production en dehors de l'Europe, notamment en Chine. Et le principe de base, c'est de dire vous pouvez produire où vous voulez, mais quand vous mettez les produits sur le marché, vous devez être conforme aux normes et aux exigences de la réglementation et des normes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour que les industriels aient un cadre clair de comment on met en œuvre les exigences de mise sur le marché selon différents cadres réglementaires, puisqu'il y a des cadres des réglementaires qui sont pour les produits médicaux, ils ont leur propre cadre, par exemple, on le verra tout à l'heure, il y a certains produits qui ne sont pas impactés par le CRA parce qu'ils ont leur propre cadre réglementaire. Et c'est de dire, la Commission a fait la notion de normes harmonisées, donc ce sont des normes qui sont publiées au journal officiel. Et donc, l'industriel peut utiliser cette norme harmonisée pour utiliser les requirements et montrer les preuves de conformité à la norme harmonisée. Et si vous avez fait une évaluation de vos produits en fonction des normes harmonisées, vous avez une présomption de conformité à la réglementation européenne. Voilà, c'est un petit peu l'historique du marquage CE et des normes harmonisées. Et donc là, on le verra un peu plus tard. La Commission a demandé aux organismes de normalisation, le CEN, le CNELEC et l'ETSI, de produire 41 normes harmonisées pour préparer tous les produits qui sont dans la classe 1, 2 et 3. Et personnellement, j'ai l'honneur d'être l'éditeur choisi par le CEN sur la norme harmonisée qui concerne l'identité, le contrôle d'accès physique,
les solutions de PAM et par extension tout ce qui est produit pour la protection des bâtiments. Parfait. Ben, Jean-Philippe posait une autre question, mais je crois qu'on y a répondu. CRA s'applique-t-il également à des produits et services B2B? Oui. Ensuite, on a une question de Cécilia. Dans le cadre de l'utilisation d'une IA, pas un agent, mais une IA dont on est souverain de la technologie de A à Z. Il récupère les données à partir de systèmes IoT déjà certifiés et labellisés. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Quelles sont les certifications obligatoires, mis à part l'IAC, le RGPD, que l'on a déjà? Alors là, c'est une couche IA, si je comprends bien, au-dessus, qui collecte, enfin, qui est le réceptacle de données qui proviennent de systèmes IoT et qui doit effectivement faire un traitement et autres, une prédiction ou autre, je ne sais pas. Donc, c'est ça la question. Quelles sont les certifications obligatoires? Alors, aujourd'hui, si on regarde, il n'y a pas d'obligation de certification obligatoire. On va avoir le CRA qui s'applique aux IoT, potentiellement la RED, potentiellement si c'est des IoT qui sont dans le mode médical, le CRA ne s'appliquera pas, mais c'est la réglementation medical device qui va s'appliquer. Et pour l'IA, il va falloir être conforme à l'IA Act et il va falloir faire aussi l'analyse de risque et classer son IA pour savoir si elle rentre dans l'un des cas des annexes interdites ou à haut risque. Et en fonction de la classification des IA, il va y avoir des obligations d'analyse de risque et potentiellement de certification externe. Typiquement, pour les IA à haut risque, la certification par un Notified Body, par un CAB, est obligatoire, en sachant que de tête, alors je les ai plus en tête, mais les IA à haut risque, on retrouve la partie biométrie, on retrouve données de santé, données bancaires, etc., etc. Donc, c'est des cas d'utilisation sensibles. Donc, en fait, la problématique d'un système complet, malheureusement, il va falloir faire une cartographie de son système et mapper les règlements qui s'appliquent. Et c'est pour ça que Jean-Luc, qui a préparé C'est transparent, a joliment mis un joli millefeuille dans son image. C'est qu'il va falloir prendre le millefeuille et l'appliquer dans un système tridimension, un système produit, un système IA, un système IT, en sachant que si ce système-là est opéré par une infrastructure, une entité essentielle, les exigences de la NIS s'appliquent aussi. Et si on rajoute la partie IoT, on vient juste de voter le Data Act qui oblige les fabricants d'IoT à avoir une possibilité d'échanger les informations. Voilà. Donc ça devient très compliqué pour les petites et les moyennes entreprises, beaucoup plus simple pour les très grands groupes, parce que les très grands groupes au niveau mondial ont des équipes dédiées sur ces sujets-là. Et moi, de mon retour d'expérience, la problématique qu'on a sur les cibles TPE, PME, ETI, c'est que pour réussir à survivre dans cet environnement-là, il faut déjà avoir un département qualité. Parce que la plupart des exigences, c'est des exigences documentaires et de qualité. Très bien. Nous avons une autre question de Attar. Pour un produit qui comporte un hardware avec un firmware, sans RAID ni OTA, donc mise à jour over the air, ainsi qu'un software pouvant être mis à jour à distance. Okay, donc le côté hardware ne l'est pas, le côté software l'est. Comment le CRA s'applique-t-il? Séparément pour chaque élément ou sur le produit complet? Sur le produit complet. Le produit complet, quand vous allez le classer, vous allez le considérer comme hardware, d'accord? Puisque le software ne peut pas fonctionner sans le hardware, donc la règle, c'est que c'est un produit hardware. Et donc, l'hardware plus le firmware plus le système de gestion de mise à jour à distance, qu'on appelle Remote Data Service, rentre dans la définition du produit. Très bien. J'ai une autre question de Philippe. Bonjour, y a-t-il une passerelle ou correspondance du CRA avec UKCA? Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une norme UK.
Oui, alors aujourd'hui, l'Angleterre ayant quitté l'Union européenne, réadopte des cadres nationaux, notamment sur les services de confiance, sur la cybersécurité. Et je sais qu'il y a une norme qui a harmonisé sur la partie IoT, c'est la norme ETSI, puisque la norme ETSI, c'est une transcription des exigences de UK, c'était l'éditeur de la norme, ce qui permet d'avoir un alignement au moins sur ce standard-là. Ensuite, je pense que le mapping n'a pas été encore fait, mais c'est quelque chose qui serait intéressant de faire une fois qu'on a compris comment le CRA va se mettre en œuvre aussi, qui est la première étape. Très bien. Jean-Philippe qui pose une nouvelle question. Le CRA interfère-t-il avec les normes ou directives verticales? Effectivement, on va en parler plus longuement, oui. santé, aéro, etc., etc. Exactement. Le CRA ne s'applique pas quand il y a une directive transverse. Donc, on le verra tout à l'heure dans les slides. Il y a des, j'ai plus en tête, mais il y a tout ce qui est défense médicale qui s'applique au transport. Défense médicale, automotive, si je me souviens bien, et aéronautique. Exactement. Voilà. À vérifier dans le règlement, parce que je ne suis pas sûr que ça soit exclusif, mais au moins cela, c'est sûr. D'accord. Avant-dernier de Jean-Philippe, dernière question. Par exemple, l'IAC ne s'applique pas aux normes verticales qui ont leurs propres requirements en IA et sécurité. Alors là, j'arrive à ma limite de compétence. Il faut que je vérifie. OK. Et j'ai un commentaire de Thierry Yassine, d'ailleurs, qui a levé la main. Je vois que vous êtes là, Thierry Yassine. Donc, Thierry Yassine est notre partenaire également sur ce sujet de Thales, Thales Cyber. Alors, une petite question. Est-ce que je la lis, Thierry Yassine, ou je vous donne la parole puisque vous êtes un partenaire sur ce sujet? Je vais essayer de vous donner la main. Je vais essayer de vous ouvrir le micro. Alors, activez le son. Vous pouvez prendre la parole, Thierry Yassine, si vous êtes Vous m'entendez là? Oui. Je vous entends Oui. bien. Alors j'avais une remarque, c'était sur le règlement délégué à la directive RED. Il y a effectivement une norme qui est sortie début 2025. Alors je ne sais pas si vous l'avez pas mentionné, c'est la EN 18031. Si, oui. Et donc qui régit un peu la partie over the air au regard d'Internet en fait. Vous l'avez pas mentionné, alors je ne sais pas si c'était volontaire de votre part, parce que vous avez mentionné juste la directive, mais il y a déjà cette norme harmonisée. La question c'est, est-ce que cette norme harmonisée, il faut l'utiliser de façon obligatoire ou bien rester sur les exigences de plus haut niveau qui sont dans les éléments en fait liés à la directive? Alors, je n'ai pas cité le nom, mais en fait, quand j'ai parlé que sur la RED, il y avait une norme harmonisée qui avait été publiée, c'est celle-ci, en fait, c'est la 18031. En fait, pour la RED, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une norme harmonisée, si vous l'utilisez, ça donne une présomption de conformité automatique. Donc, c'est la puissance d'une norme harmonisée. Ensuite, sur ces sujets-là, il n'y a pas d'obligation d'utiliser la norme harmonisée, puisque c'est un outil que vous pouvez utiliser. Et comme tout ça est basé sur le principe de responsabilité et d'accountability, vos éléments de preuve que vous allez fournir, c'est à vous de les définir. Donc, il n'y a pas d'obligation d'utiliser une norme harmonisée. Si vous regardez dans les évaluations, c'est par tout moyen, en fait. Généralement, les industriels préfèrent avoir une norme harmonisée parce qu'au moins, ils savent que bon, ils ont rien loupé et ils ne prennent pas de risque juridique. Ouais, parce que quand vous allez dans le détail de cette norme, les exigences sont vraiment très précises en fait. C'est pour ça que je m'interroge effectivement dans le choix de justifier soi-même ou d'utiliser effectivement une norme harmonisée, tout simplement. Ouais. En fait, elles sont très précises parce que quand on a une norme harmonisée, on a des règles à respecter pour établir une norme. Et en fait, il faut que les exigences soient claires et homogènes et précises. C'est-à-dire que chaque industriel doit comprendre les exigences techniques de la norme de la même façon pour éviter une distorsion d'autodéclaration. Et en fait, dans l'établissement d'une norme harmonisée, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la création du New Work Item pour demander la norme. Ensuite, il y a la validation du New Work Item par les organismes de standardisation. Ensuite, il y a le démarrage du Working Draft. Et dès le démarrage du Working Draft, on doit respecter les exigences d'écriture de la norme
selon l'annexe ZA et selon, je ne me rappelle plus la référence du document de la commission. Et donc, chaque éditeur est formé pour pouvoir introduire dès le départ cette façon d'écrire la norme. Et à la fin de la norme, elle est envoyée à la commission pour faire un audit de conformité. Donc, ça s'appelle le HAS consultant, H-A-S. Et le HAS consultant tag tous les points de non-conformité et demande à l'éditeur de modifier la norme pour qu'elle soit conforme à comment on écrit une norme harmonisée. Donc, c'est un travail un peu plus laborieux qu'une norme volontaire. Et c'est pour ça que Yacine, elle est très précise parce qu'il y a eu un gros travail de vérifier que la norme est conforme aux normes harmonisées. Okay. Merci. Super, merci beaucoup. Donc, je rappelle qui est Yacine, notre partenaire Thales, qui était également, Thales Cyber Solutions, qui est également le partenaire en complément de Trust et compagnie et de Moabi sur nos sujets actuels. Je referme le micro pour éviter de disturber le… Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, effectivement, Stéphanie, nous avons une autre question de la part de Thomas, qui remercie pour les différentes réponses et qui demande donc, pour l'analyse des risques pour être conforme aux exigences essentielles, la méthode EBIOS-RM a été mentionnée, donc c'est une question. Quid de l'IEC 62443, être conforme à un cycle de développement IEC 62443, permet-il d'être conforme aux exigences du CRA? Alors, c'est une bonne question. On n'a pas le droit d'obliger une méthodologie d'analyse de risque dans les normes harmonisées sur les 41 sujets. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes d'analyse de risque différentes par secteur. Et donc, la norme évoquée peut être utilisée pour faire son analyse de risque. Et ce qu'il faut vérifier, c'est que dans la norme citée, vérifier que dans le développement du produit, on retrouve bien que chaque norme essentielle est bien couverte. Alors, personnellement, je n'ai pas fait l'exercice, mais ça doit être rapidement faisable pour vérifier que cette norme-là inclut bien toutes les exigences essentielles. Et l'avantage qu'il y a dans le CRA, c'est que dans les normes harmonisées, on n'impose pas d'autres normes. Là, j'ai mentionné EBIOS Risk Manager parce que c'est la doctrine de l'ANSSI, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle norme pour faire votre analyse de risque. Par contre, les outputs, on doit avoir identifié les biens sensibles, les menaces, les agents de menaces, etc., etc. Parfait. Merci Aldric d'avoir bien vu le morceau de question qui était dans le remerciement. Merci. Et une question de Sébastien. Tant que le CRA n'est pas là, mais il est là, en fait, c'est la 1831 qui s'applique? Si c'est un produit RAID, oui. Si ce n'est pas un produit RAID, non. OK. C'est pas obligé. Enfin, déjà, je pense que le plus important pour chacun des participants, c'est de comprendre qu'il faut qu'il commence à réfléchir sur sa stratégie de conformité. Il y a un gros travail avec les équipes R&D et produits pour déjà comprendre les exigences et voir comment vous pouvez démontrer que vous êtes conforme le plus simplement possible, parce qu'on est dans une logique aussi d'amélioration continue, un petit peu comme la qualité, et donc il faut se poser la question comment je peux me mettre en conformité avec le minimum d'impact et essayer de comprendre ce qui se passe autour, parce que comme je vous l'ai dit, il y a 41 normes harmonisées qui sont en cours d'établissement par des éditeurs. C'est humainement impossible de savoir ce qui s'y passe si on n'est pas directement impliqué dedans, parce que c'est une masse d'informations trop dure à digérer. Donc, je pense que peut-être pour le pôle, ça serait intéressant, dans le cadre de vos accompagnements aussi, de faire une veille sur ces sujets-là par rapport aux classifications de vos membres, pour vous assurer qu'ils ont bien identifié les working drafts des normes pour commencer à lire les exigences de la norme. Tout à fait, c'est dans cette fameuse petite note d'information qu'on voudrait sortir 2 fois par an, où on mettra ce qu'on sait à date pour en informer les membres et qu'ils puissent agir ou se préparer. Parfait, je crois qu'on a fait le tour de cette première salve de questions. On va pouvoir poursuivre. Voilà. Donc, on en a parlé, je vais rapidement passer. Voilà, donc on a besoin d'adapter le processus de développement, de se former aussi au sujet de cybersécurité, savoir ce que c'est un bien sensible, savoir ce que c'est une menace, savoir ce que c'est une fonction de sécurité. C'est aussi important de former les personnes, parce que souvent les développeurs font attention à ce qu'ils font, ils travaillent bien, mais ils n'ont pas la vision cybersécurité et attaquant et surface d'attaque.
Et c'est comme ça qu'on peut louper des choses sur la protection des biens sensibles. Donc, il faut tenir compte. La documentation, la transparence, il y a des sanctions financières. Basé sur ce qu'on a entendu, il n'y aurait pas de sanctions financières avant 3 ans. Bon, alors, c'est une annonce qui a été faite par l'ANSSI. Et il y a plusieurs outils de présomption de conformité. On a eu la question, donc on va avoir les normes harmonisées. On a aussi l'IUCSA, donc à travers le Cyber Security Framework, Certification Framework. Il y a des passerelles, c'est-à-dire que si on a un produit qui est certifié sur l'IUCSA, on n'a plus qu'à gérer le remote data processing parce que c'est pas inclus dans l'IUCSA et on a une présomption de conformité. Donc typiquement, il y a des discussions en cours comment adapter le CSA pour ajouter tout ce qui est remote data processing pour s'assurer que les gens qui ont une certif IUCC par exemple, ils ont déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour le CRA. Vous pouvez faire des certifications de conformité sur plein de normes existantes. Il y a la norme 18013, la norme 18031, il y a la norme ETSI sur la cybersécurité de l'IoT aussi qui est pas mal, la 303 645 de tête. Donc il y a plein de normes qui existent qui vous permettent déjà de faire des certifications de conformité pour avoir un premier niveau. Et quelque part, toutes ces normes, elles sont toutes basées sur le risque. Donc, vous allez trouver analyse de risque, documentation, définition des biens sensibles, détection des menaces, définition des agents de menace, définition des fonctions de sécurité. Et ça reboucle un peu toujours sur les mêmes sujets à la fin. Voilà, donc qui est concerné, on l'a évoqué. Ce qui exclut les services de logiciels. Donc, pas les logiciels, mais les services de logiciels opérés, les dispositifs médicaux, les produits destinés exclusivement au marché de la défense, les véhicules connectés. Avec un disclaimer, j'ai pas fait le sanity check de vérifier s'il y avait d'autres secteurs qui étaient exclus. Et ça concerne toutes les entreprises de toute taille. Voilà, on a fini la partie CRA, Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ou je peux passer à la deuxième partie? Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Aldric, est-ce que toi, tu vois autre chose? Non, pas d'autres questions. Voilà. Parfait. Me semble-t-il, je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Oui, Aldric a déjà mis dans le chat le lien vers l'annexe. Alors, je ne sais pas si elle est en français, par contre. Ça, c'est pas très grave. Ce que je te propose, c'est peut-être de la présenter, de reprendre l'écran. Alors, je vais essayer de rendre l'écran. Arrêter, comment faire arrêter? Tu veux que je la présente à l'écran, c'est ça? Oui, ça serait bien. Et je vais reprendre la main en tant que présentateur. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, impeccable. Donc, elle est en anglais, effectivement. Ouais, donc là, on retrouve les exigences essentielles. Donc, la première, c'est un produit avec Digital Elements, donc c'est-à-dire connectable, doit être designé, doit être développé, conçu, développé et produit d'une façon qui assure le bon niveau de cybersécurité des risques. Donc, d'où le besoin d'avoir une analyse de risque. Sur la base de l'analyse de risque, qui est définie dans l'article 13, donc c'est ça, le renvoi sur Intended Purpose. Donc, la définition d'Intended Purpose, c'est le cas d'usage, contrôle d'accès, identité, protection des bâtiments, etc., etc. Alors, tout ça, ça va être défini dans les normes harmonisées qui ne sont pas encore finies. Vous allez trop vite. Donc, après, là, on doit fournir un produit dont il n'y a pas de vulnérabilité exploitable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire tout le scan de CVE, vérifier que vos produits n'ont pas de vulnérabilité connue et exploitable. Donc, si elles en ont une qui est identifiée mais qui n'est pas applicable, on considère qu'elle n'est pas exploitable. Il doit y avoir des Secure Default Configuration, des configurations par défaut sécurisées. Il faut que les vulnérabilités soient gérées par des mises à jour de sécurité, etc., etc. Donc, en fait, on vous les laissera les découvrir, mais vous allez voir elles ont le mot essentiel, mais essentiel ne veut pas dire simple à atteindre. Parfait. Voilà. Et la deuxième partie est sur la partie 1 et la partie 2, c'est la vulnérabilité handling. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est déclaration coordonnée de vulnérabilité.
Sur ce sujet-là, typiquement, les CSIRT régionaux auront un rôle à jouer parce que ça sera beaucoup plus facile pour les petites entreprises de se connecter au CSIRT régional pour faire leur déclaration coordonnée de vulnérabilité. Et les CSIRT ont été créés pour ça, justement. Donc, je vous invite de vous rapprocher de votre CSIRT régional pour voir comment vous pouvez mettre en œuvre ça avec eux. Qui est à Toulon, on peut peut-être donner donner les coordonnées, Aldric, si tu peux les retrouver du CSIRT. Ouais. Oui, je vous partage ça. Parfait. Ouais. Je te repasse la main si tu veux bien. Oui, pas de souci. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc là, la deuxième partie, c'est pour faire le lien avec… Excuse-moi, moi je ne le vois pas. Aldric, tu le vois? Ah, ça y est, ça vient d'arriver. On avait un peu de latence, désolé. Vas-y. Pas de souci. Alors, la deuxième partie de la présentation, c'est pour faire le lien avec les propos introductifs de Stéphanie sur l'accompagnement Security by Design. Qu'est-ce que le Security by Design? C'est d'appliquer la notion de sécurité dès la première phase de conception d'un système. Donc, typiquement, ça veut dire quoi? C'est se poser les questions, je vais développer un produit hardware ou software. À l'intérieur, est-ce que j'ai des biens sensibles que je dois protéger? Voilà. Et quels sont les risques qui pèsent sur ces biens-là? Typiquement, les biens sensibles, c'est ce qu'on ne veut pas qu'on nous vole. Par exemple, quand on rentre chez nous, on a différents biens sensibles et en fonction du bien sensible, on va le protéger de façon différente. Typiquement, voilà, quand on rentre, si je considère qu'un bien sensible, c'est ma télévision, je vais mettre une porte et un volet qui ferment ma clé avec une clé à code. Je vais considérer que mon bien sensible est protégé à un premier niveau de profil d'attaquant qui est de défoncer la porte pour rentrer chez moi pour prendre ma télé. Ensuite, si à côté de la télé, il y a un autre bien sensible qui est peut-être un meuble de famille de valeur et qui a une valeur sentimentale, je rajouterai un système d'alarme pour garantir que si quelqu'un défonce la porte, il y a une alarme et un système de connexion avec une vidéoprotection, par exemple. Ensuite, si je dis j'ai une dizaine de lingots d'or chez moi, là peut-être que je vais aller dans une pièce bétonnée avec une porte blindée qui est dédiée dans la maison et dans lequel j'ai un coffre-fort à clé avec une capacité de résister à l'incendie et résister à l'eau. Et donc là, ma fonction de sécurité, il faudra que je casse la porte, que je shunte le système d'alarme, que je casse la porte blindée, que je rentre dans la pièce et que je casse le coffre. Voilà. Et donc, cette notion-là est importante. Et en fait, la notion de fonction de sécurité est liée au bien qu'on a à protéger, la valeur du bien et le profil d'attaquant. C'est-à-dire que celui qui va chercher mes 10 lingots d'or dans mon coffre, il n'aura pas les mêmes compétences que celui qui va casser ma porte pour prendre la télé. Voilà. Et c'est ça, en fait, la security by design. C'est qu'est-ce qu'on doit protéger contre quoi et à quel niveau et pendant combien de temps. Voilà, donc cette notion-là doit être intégrée dans toute la conception de chaîne de valeur, qui soit le hardware, le firmware, le logiciel, les API, les plateformes cloud, les logiciels open source qui sont intégrés, et d'où l'importance de maîtriser son produit avec une BOM et une SBOM pour savoir quels sont mes composants électroniques et quels sont mes composants logiciels et quelles sont les dépendances entre tous ces éléments. Quand on fait du privacy by design, la première réaction qu'on a, c'est « oh là là, ça coûte très cher, il faut que je fasse mon produit et que je le mette sur le marché et que je puisse faire prendre mes premiers bons de commande ». Alors oui, mais les quelques mois que vous allez perdre sur introduire la security by design, au moins sur un périmètre, à moyen long terme, va vous permettre d'économiser énormément. Et aussi, si le produit a des cas d'usage un peu sensibles, ça va devenir une obligation pour pouvoir le commercialiser à des grands donneurs d'ordre ou à des personnes qui deviennent de plus en plus sensibles à la notion de sécurité des produits. Ça va permettre une meilleure protection contre les menaces émergentes et aussi ça va être une première étape pour la mise en conformité sur tous les règlements qu'on a évoqués plus tôt. Le privacy by design, les principes, c'est très simple, c'est une concession sécurisée, défense en profondeur, c'est-à-dire que en fonction du bien sensible,
potentiellement, vous aurez plusieurs fonctions de sécurité à mettre en œuvre, comme je l'ai évoqué, la porte, la clé à code, la caméra et différents systèmes de pièces dédiées avec des coffres forts, la validation des entrées, séparation des responsabilités, il faut surveiller, auditer, le principe de moins de privilèges, c'est-à-dire que pas tout le monde a le droit d'avoir accès à tout pour garantir la sécurité du système et la gestion des vulnérabilités qu'on l'a vu qui est devenu obligatoire dans le cadre du CRA. Pour résumer, pour les entreprises, c'est des produits plus sourds, c'est un coût de maintenance et d'évolution réduit, un meilleur usage des ressources humaines, et puis ça permet aussi d'avoir un retour utilisateur et se positionner sur la qualité des produits en plus des fonctionnalités. Voilà, je vais passer ce transparent-là, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, c'est de ne pas introduire le security by design dans le design de vos produits, c'est beaucoup de rétropédalage pour le mettre sur le marché d'ici 18 à 24 mois. Voilà, et je vous remercie. Merci Stéphane, c'était très complet. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur cette partie-là avant de passer sur la classification? Donc ce sera Nicolas qui va nous en parler, où il y aura du détail. Donc Sébastien, merci, c'est très clair. Donc on a quelques remerciements. Vous pouvez continuer de les poser au fil de l'eau, hein, il n'y a pas de... On peut revenir, hein. Stéphane reste avec nous, donc il n'y a pas de souci. Il pourra revenir sur les questions si besoin. Moi, je retiens quand même quelque chose de ce que tu as dit, Stéphane. C'est 4 grandes choses que j'ai retenues. Analyse de risque, c'est un must-have, c'est obligatoire, il faut la faire. Documentation, c'est obligatoire si on veut être préparé. Travailler le cycle de vie, donc ce que tu viens avec un cycle de vie produit et faire un dev sécurisé, donc security by design. Ces 4 choses sont fondamentales pour se préparer. Et j'ai aussi retenu que les grandes sociétés avaient des moyens, bien évidemment, et des équipes dédiées, et que les petites entreprises, c'est pas facile de bien comprendre, de s'en sortir, de savoir ce qu'il faut faire, à quel moment. Et donc, n'hésitez pas, si vous êtes membre du pôle, à nous demander et on vous accompagnera avec plaisir. Les budgets sont là, profitez-en. Je crois qu'on a du coup, on a quelques autres questions, Stéphane. On a des remerciements. J'ai une petite question, alors, encore pour toi, de Alain. Un produit non connectable est-il concerné comme un beacon qui ne ferait que de l'émission? Ouais, là, c'est la question qui tue pour finir. S'il fait que de l'émission, il est bien connecté. Il émet quelque chose qui va être capturé par autre chose. C'est comme ça qu'un beacon, c'est ça, non? Lorsqu'il émet, est-ce qu'on estime qu'il est connectable? Alors, je ne pourrais pas répondre, mais c'est une bonne question, je la note et je la poserai pendant mes groupes d'experts avec la commission. Je pense que c'est une très bonne question, merci. Ok. Alain, pas de réponse pour l'instant, mais ça va venir. Sébastien, combien coûte une analyse de risque? Oula, c'est une vraie question. Une analyse de risque, aujourd'hui, vous allez sur le site de l'ANSSI, vous suivez la méthodologie d'établissement de l'analyse de risque. Moi, je l'ai fait pour mon entreprise en 2020, parce que c'était obligatoire. Ça m'a pris 1 mois, 20 jours de charge interne pour la faire. Pour faire cette charge de 20 jours, parce que je ne savais pas faire, autrement c'est beaucoup plus rapide quand on sait faire. Par contre, j'avais pris un apprenti pour le faire, et donc c'est un niveau très accessible parce que l'ANSSI fournit énormément de guidelines, d'étapes, ils expliquent les ateliers, qu'est-ce qu'il faut faire, ils fournissent le fichier Excel template. Aujourd'hui, vous avez un outil qui s'appelle CISO Assistant, SISO, qui est super, qui gère aussi les analyses de risque selon la méthodologie EBIOS Risk Manager. Donc, vous pouvez le faire étape par étape. Et en fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir les experts pour répondre aux questions de l'apprenti pour qu'il puisse noter dans l'analyse de risque. Voilà. Donc, je vous fais un retour d'expérience personnelle. C'est une vingtaine de jours de charge d'un apprenti ou d'un stagiaire, un peu bien cérébré. Et grosso modo, quelques heures de votre temps pour répondre aux questions. Parfait. Donc,
Tout ça peut être fait en parallèle avec un partenaire, un expert qui pourra mieux vous guider ou vous faire gagner du temps. C'est aussi ça, hein, par rapport à l'accompagnement qui peut être proposé, pour arriver également aussi à former les équipes, s'il y a besoin de formation et bien évidemment s'il faut faire des tests par la suite. Donc ça, c'est dans le cadre de l'accompagnement, en complément de ce que tu as peut-être défini. On va avancer avec Nicolas. Tu es bien là, Nicolas, je t'ai vu. J'ai vu que tu as également mis quelque chose dans le chat. Oui, je suis là, oui. Tu as mis... Oui, j'ai mis le lien, le lien du texte sur le site européen, mais je l'ai en PDF, là, je pourrais le partager parce que ouais, il y a des listes d'outils. On ne pourra pas répondre à tout le monde, je pense, sur la classification, parce que ça va être du cas par cas, mais je peux présenter le texte pour certains exemples qui ont été mis justement dans le PDF. Parfait. Je vais te désigner comme présentateur. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Là, on voit la partie gauche, les slides. Donc, je ne sais pas si tu peux le mettre en plein écran. Oui, je peux. J'enlève les pop-up de GoToWebinar. En plus, je suis sous Windows, je ne suis pas habitué. Présenter. Est-ce que c'est mieux? C'est parfait. Merci. C'est parfait. OK, super. Petit disclaimer avant de commencer, je ne connais pas tous les niveaux techniques qui sont présents. Donc, si on parle un peu technique comme SBOM, si les gens ne savent pas ce que c'est, il n'y a aucune honte à demander. Nous, avec Stéphane, on travaille dedans toute la journée, donc on a l'habitude de ces termes. Je pense que pour des gens de petites PME qui ne font pas souvent de la cyber, ça peut être compliqué, on peut vite se perdre. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, moi, je suis Nicolas, du coup, je travaille chez Moabi. On est une société familiale, on a été créé en 2022, donc on est une jeune entreprise. On est on est un peu moins de 10 employés et on est 100% souverain. Fun fact, pour une petite entreprise / startup, on n'a fait aucune levée de fonds et on n'a aucun investisseur extérieur. Je trouve ça assez rare, donc je me permets de le préciser. On est spécialisé dans la sécurité produit. Donc, on a créé une plateforme qui permet en fait d'automatiser l'audit de logiciels sans avoir besoin du code source. C'est-à-dire que vous pouvez analyser de façon automatique n'importe quel type de logiciel pour réussir à trouver les vulnérabilités de ce logiciel. On travaille principalement avec les grands groupes et on a dans nos rangs des experts de cyber qui, pour la plupart, ont piqué déjà à DEFCON ou Black Hat, pour ceux qui connaissent. J'avance sur la classification des produits. Alors, j'ai trouvé cette image sur Internet qui vient de la Commission européenne, qui est assez explicite, on va dire. Donc, c'est en anglais, donc je vous ai fait un petit tableau en français après pour préciser. Très honnêtement, pour ceux qui sont dans l'auditoire, je pense que tous vos produits seront dans la première catégorie, donc la catégorie par défaut, qui impose un self-assessment, donc un audit, une auto-évaluation. Donc, c'est les produits génériques, en fait. Donc, ça peut être du SaaS classique, des applications de notes, ce genre de choses. Et c'est au fabricant de démontrer lui-même la conformité, de tenir la documentation à jour et d'apposer le CE. Donc là, c'est vraiment de l'auto-évaluation en interne. On a d'autres produits qui représentent environ, je pense, 10%, comme l'évalue la Commission européenne, 10% des produits sur le marché. Donc, on a des niveaux intermédiaires, on va dire, qui seront les OS, des routeurs, les navigateurs, les VPN, etc. L'auto-évaluation n'est acceptable que si on s'appuie vraiment sur des normes ou des certifications européennes adaptées. Sinon, il faut faire appel à un tiers. Donc, si vous avez déjà des normes, des schémas en interne qui sont déjà prêts, vous pouvez faire de l'auto-évaluation. Sinon, vous faites appel à un tiers. Vous avez critique classe 2, où là, c'est des produits plus sensibles, on va dire. C'est des solutions de sécurité avancées, donc des pare-feux d'entreprise, des IDS, des hyperviseurs, des moteurs de conteneurs, donc genre Docker, etc. Là, c'est une évaluation par un tiers de façon obligatoire. On rentrera dans le détail après de ce que peut faire le tiers, etc. Et pour les produits très critiques, on n'a pas tellement d'éléments, je vous avoue, ni de
ni d'exemples à proprement parler, à part quelques mots comme HSM, des cartes à puce, des passerelles de compteurs intelligents, ce genre de choses. Là, pareil, ce sera utilisé par les entités donc NIS2, donc les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale. Ça représente 15 000 entreprises, je crois, en France. Et ils auront une évaluation sur la supply chain. Je vous ai résumé tout ça. Alors, c'est volontairement surchargé parce que je pense que vous ne retiendrez pas tout aujourd'hui, mais vous aurez nos slides par la suite, ce qui vous permettra de revenir sur certains points si vous le souhaitez. Donc, on a les modules tels définis dans le texte. Donc, le module A, par exemple, c'est le fabricant qui s'auto-évalue et qui atteste que son produit est conforme. J'attire votre attention sur l'auto-évaluation. C'est pas on dit que c'est conforme et c'est tout. Pour avoir parlé avec des gens de l'ANSSI, le CRA vise à élever le niveau de sécurité. L'ANSSI va également durcir, on va dire, sa politique vis-à-vis des entreprises et de la cyber. C'est-à-dire que si vous subissez une attaque et que vous n'avez absolument rien fait, ni documenté, ni fait quoi que ce soit en cyber, l'ANSSI ne vous aidera pas. C'est vraiment, il faut pouvoir démontrer que vous avez fait quelque chose, que vous avez documenté, que vous êtes conscient du risque cyber et que vous avez mis en place un processus. On ne le répète pas assez, je pense, mais la cyber, c'est pas un produit, c'est un processus, c'est un marathon en fait. Si on commence aujourd'hui jusqu'à la mise en application du CRA, par exemple, c'est pas 2 mois avant l'application officielle, on achète un outil de cyber et hop, ça nous fait tout. Je ne sais pas s'il y a des questions, Stéphanie. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Ok, alors je me permets de vous partager très rapidement le texte du CRA. Il est disponible sur le site de l'Europe. Je crois que j'ai envoyé le lien, ouais, Stéphanie, si tu peux le remettre. Il est présent. Alors, ouais, je pense, voilà, il faut prendre le texte avec des pincettes, il faut bien le lire, il est très long. Et là, vous avez quelques exemples de produits importants qui comportent des éléments numériques. Alors, je vais zoomer un petit peu. Hop. Je ne sais pas si certains reconnaissent leurs produits dedans. Je pense que c'est une liste non exhaustive pour être tout à fait honnête. Et là, après, c'est du cas par cas. En fait, ce qu'on verra tout à l'heure, Nicolas, c'est que tous les répondants à l'enquête qu'on a menée, il y a une proposition de classification. Et étant donné qu'on est un écosystème innovant techno, hein, vraiment des boîtes techno chez nous, on ne retrouvera pas tout à fait la proportion 90-10. Nous, c'est un peu différent. Ce sera un peu différent. Il y aura plutôt du 50. Ah oui, carrément. Oh, bah, intéressant. Bon, on voit ça. Pour l'instant, sur ce qui a été répondu, c'est ça. Peut-être que dans le futur, quand tout le monde répondra, on sera plutôt sur du 80-20 ou quelque chose comme ça. Ça marche. Parfait. Donc voilà pour la classification. Comme il n'y a pas de produit, vous n'avez pas à retenir les lettres en soi A, B, C, H que le texte prévaut. Souvenez-vous juste que ouais, le module A, c'est vous, et le reste, ça peut être des examens d'échantillons, des contrôles de production faits par des tiers. Je vais passer rapidement sur les sanctions, parce que Stéphane en a déjà un peu parlé. Donc, comment dire, le CRA ne rigole pas, donc les amendes financières ne sont pas encore en place, mais je tiens à rappeler voilà, si on faillit à des exigences essentielles, donc l'exigence essentielle, ça peut être de la conception, les mises à jour, la gestion des vulnérabilités qui sont prévues par le CRA, on risque jusqu'à 15 millions d'euros d'amende ou 2,5% du CA mondial. Pour les autres obligations, donc notamment sur la documentation technique, vos procédures ou les voies d'évaluation, s'il y a une faille, quoi que ce soit, c'est 10 millions d'euros ou jusqu'à 2% du CA annuel. Et si vous fournissez des informations inexactes à l'autorité ou à un organisme, au hasard à l'ANSSI, c'est 5 millions d'euros ou 1% du CA. Donc c'est des amendes assez importantes. Et vous avez aussi des délais de notification. Vous avez 24 heures pour reporter, pour faire une alerte à l'ANSSI si une vulnérabilité est exploitée, 72 heures pour notifier et 14 jours pour faire un rapport final de vulnérabilité exploitée, donc c'est-à-dire détailler ce qui s'est réellement passé, comment elle a été exploitée, qu'est-ce que ça a mené comme conséquence. Et vous avez jusqu'à 1 mois pour un incident très grave.
Je pense que l'ANSSI sera plus tolérante avec les PME plutôt qu'avec les grands groupes, au vu des montants. Néanmoins, ce sont des chiffres à garder en tête, je pense, pour la suite, en se disant, comme disait Stéphane un peu plus tôt, ça vaut le coup finalement de faire un peu de security by design pendant 1 mois ou 2 mois avant de sortir un produit, plutôt que se prendre 15 millions d'euros d'amende parce qu'on a oublié de corriger une vulnérabilité, par exemple. Juste une question, Nicolas, à qui Oui. on fait ces déclarations? L'échelle Alors, française, c'est l'européen? ouais, c'est à l'échelle française, donc c'est l'autorité de régulation qui est l'ANSSI. Je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas quel est le rôle des CSIRT régionaux. Urgence Cyber, ceux qu'on a mentionnés dans le chat, vous pouvez les contacter, ils sont adorables. Et de toute façon, ils pourront vous aider. Déjà, ils peuvent déjà vous aider si vous avez un problème cyber. Et vous pouvez leur demander si on a fait une notification à eux ou plutôt à l'ANSSI. Pour moi, c'est plutôt l'ANSSI. Maintenant, j'ai un doute sur le fait que l'ANSSI pourra traiter toutes les demandes et toutes les notifications qui lui seront remontées à l'échelle nationale. Stéphane, peut-être tu as un avis là-dessus? Si Stéphane est là. Pas forcément. Bon. OK. Et ensuite, j'ai entendu process là, entre déclaration 24 heures, 72 heures, etc. Donc là, il faut quand même en interne être préparé et savoir qui va faire quoi. Alors exactement, absolument. C'est mes slides suivantes. C'est le mot-clé de ma présentation, c'est processus. C'est pas on fait le truc et c'est fini. C'est vraiment en continu, on doit appliquer la cyber, on doit tenir à jour la documentation. Ça évolue tous les jours. Nous, on fait la cyber, on a le nez dans notre terminal Linux toute la journée. Et pour vous donner un ordre d'idée, des vulnérabilités logicielles, il y en a à peu près, allez, entre 3 et 5 000 qui sortent par jour. C'est hallucinant, on ne peut pas tout faire. Et il y a une question d'automatisation après aussi que je vais aborder. Donc c'est vraiment la cyber sur les produits logiciels, c'est vraiment un processus à prendre en compte. C'est pour ça qu'on fait le webinaire aujourd'hui. Même si le CRA n'est pas encore officiellement en application, il faut commencer à décrire les processus en interne, savoir les rôles clés et ce genre de choses. Donc, je vous ai mis un petit diagramme qui vous permet de voir comment vous contrôlez en continu vos produits. Alors moi, je suis plutôt calé logiciel. On demandera à Stéphane pour la partie hardware. Mais voilà, vous devez concevoir et développer vos produits pour qu'ils soient sûrs. Donc, ça rejoint ce qu'a dit Stéphane sur le security by design. Vous devez évaluer vos risques, c'est-à-dire on fait une application en se disant, OK, on va essayer de la sécuriser, on va suivre les guides d'hygiène de l'ANSSI, que je vous recommande d'ailleurs, qui sont disponibles sur leur site, qui sont très bien faits, notamment celui du hardening. Et ensuite, vous allez essayer d'évaluer les risques. Alors ça, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs frameworks, il y a des outils de l'ANSSI. Nous, on utilise l'ISO 27005, par exemple, pour faire des tableaux d'analyse de risque, que ce soit sur un seul produit logiciel, sur un composant logiciel de la SBOM ou sur un produit complet. Même si vous pouvez le faire aussi sur un système, votre système d'entreprise, par exemple, ça fonctionne. Ensuite, vous vérifiez que les exigences essentielles de l'annexe 1 du texte sont respectées. Ensuite, vous gérez les vulnérabilités. Alors ça, j'ai un peu de mal avec cette partie. C'est difficile. Quand on ne fait pas de cyber, c'est difficile de gérer les vulnes, de les trouver, de les gérer. Donc, je vous donnerai des outils, quelques exemples d'outils open source à la fin. Parce que même si la cyber n'est pas un produit et que c'est un processus, à un moment donné, vous avez besoin d'outils techniques et de compétences pour trouver les vulnérabilités, les corriger, ne serait-ce que pour comprendre les vulnérabilités que vous trouvez. Moi, j'ai un problème aussi avec le texte qui dit qu'on ne doit pas mettre de produits sur le marché avec une vulnérabilité exploitable connue. Alors ça, il faudrait qu'on ait un débat avec Stéphane dessus et les gens dans la salle qui connaissent un peu le CRA. Pour moi, ça me paraît compliqué. Donc, je ne sais pas encore comment ça va s'articuler, mais dites-vous que le mieux, c'est de ne pas avoir de vulnérabilité dans un produit, ce qui est, d'un point de vue académique, impossible. Vous évaluez votre conformité, donc on fait une auto-évaluation précise, on la documente, on ne fait pas, on n'essaye pas un pentest et c'est fini, c'est vraiment conformité. Dans le doute, vous pouvez demander à un tiers de vous évaluer.
ce qui est mieux en général. Exactement. Voilà, il vaut mieux surévaluer l'évaluation. Au pire, vous faites un audit interne et potentiellement, vous pouvez demander à un tiers de vous évaluer, que ce soit sur le produit, sur le système de qualité, même sur vos processus en fait. Il pourrait évaluer vos processus, notamment les processus voilà, de déclaration à l'ANSSI, est-ce qu'ils sont bien clairs, est-ce que c'est bien ordonné, parce que l'ANSSI peut aussi vous retoquer sur ce genre de choses. Pas seulement sur la qualité de votre produit, mais sur les procédures que vous mettez en place, par exemple pour déclarer qu'une vulnérabilité est exploitée et informer les utilisateurs, la déclaration de la politique de mise à jour, est-ce que la mise à jour était prévue à temps, voilà. Il y a aussi un aspect important du CRA, c'est on élève le niveau de sécurité. Ça veut dire qu'une fois que le produit est mis sur le marché, on continue d'alimenter la sécurité. Comme je vous ai dit, chaque jour, il peut y avoir entre 3 et 5 000 vulnérabilités qui sortent, les fameuses CVE. On ne peut pas mettre un produit et ne plus s'en occuper. Il y a vraiment de la maintenance à faire, la maintenance de sécurité produit. D'ailleurs, le CRA prévoit des mises à jour gratuites et obligatoires de sécurité sur les produits. Pas de questions, toujours? On est bon? Pour l'instant, pas de questions. Pour l'instant, pas de questions, donc tout est clair, c'est parfait. Tout est clair. Et vous avez l'obligation de signalement, donc j'en ai déjà parlé, voilà, c'est les procédures de rapport à l'ANSSI. Si des vulnérabilités sont activement exploitées sur vos produits ou votre système, ça aussi, ça fait partie du processus du CRA. Donc vraiment, le CRA, c'est pas une photo, c'est vraiment un film, c'est un marathon. Donc on démarre à la conception et on finit par signaler les problèmes si jamais il y a un problème. Donc l'enjeu, en fait, c'est que chaque étape, là, chaque couleur doit laisser une preuve, que ce soit des rapports d'essai, des artefacts signés, la provenance du build, les tickets CVD, ce genre de choses. Question, donc on continue. Donc, suite au diagramme que je vous ai présenté, donc je vous ai donné quelques conseils. Pareil, c'est un peu surchargé, mais c'est pour avoir une guideline en fait des étapes que vous devriez faire. Première étape, c'est classer le produit. Donc, on va en parler après si vous souhaitez. On pourra regarder le texte du CRA. Comme on a la classe du produit, évidemment, on choisit le type de contrôle. Petit rappel, on peut faire une auto-évaluation, mais on peut demander un tiers aussi, même si notre produit est dans la catégorie standard. Comme ça, on est sûr. On annonce une période de support. Alors ça va être la couleur de la maintenance, où vous devez prévoir les mises à jour, informer vos utilisateurs que les mises à jour de sécurité seront disponibles pendant X années suite à la sortie du produit. Vous devez tenir votre SBOM à jour. C'est vraiment très important. C'est un composant technique, la SBOM, c'est la Software Bill of Material. C'est la liste de tous les composants qui sont dans votre logiciel. Et vous devez tenir aussi la BOM, qui est la Bill of Material, c'est l'équivalent pour l'électronique, donc le hardware. Il faut absolument que vous ayez cette SBOM en main, en possession, parce que de un, on peut vous la demander. Et de deux, c'est ce qui va vous aider. Je vais vous donner un outil après de cyber. Si vous avez la SBOM, vous pouvez traquer les vulnérabilités au jour le jour grâce à un outil open source. Et c'est vraiment ça qui va vous aider à vérifier les milliers de vulnérabilités chaque jour. Est-ce qu'une nouvelle vulnérabilité est apparue sur un de vos produits, par exemple? D'expérience, on ne peut pas le faire à la main. C'est beaucoup trop compliqué, surtout si on a plusieurs produits. Les grands groupes vous le diront, ils ont des problèmes pour ça. Donc l'idée, c'est d'automatiser avec des outils et votre SBOM pour la recherche de vulnérabilité. Je vais vous détailler après un autre point sur les fournisseurs. Si on intègre du code et qu'on n'est pas développeur et qu'on récupère le code d'un fournisseur, par exemple. Vous devez donner un point de contact sécurité. C'est un peu comme le DPO du RGPD, pour ceux qui connaissent. C'est le contact de référence dans l'entreprise pour les vulnérabilités, qui peut répondre aux utilisateurs concernant les mises à jour, est-ce qu'une vulnérabilité a été exploitée, etc. Vous mettez à jour la sécurité de votre application, vous la concevez secure by default dès le début. Dès le début où vous commencez à concevoir un produit, vous devez réfléchir à comment on va le sécuriser et comment des hackers pourraient essayer de la router ou d'extraire des informations, peu importe. Vous constituez votre dossier de conformité, donc l'idée encore, c'est d'avoir des preuves
chaque étape doit constituer une preuve à fournir à l'autorité compétente si jamais vous avez un problème. Ça ne pourra que vous aider. Exiger des garanties des fournisseurs. Alors, si vous achetez du soft à des fournisseurs, vous travaillez avec un partenaire qui est votre sous-traitant, par exemple, il va falloir revoir les contrats et exiger des paramètres cyber très spécifiques. J'ai vu récemment, on a eu l'exemple d'une startup qui travaillait avec nous, et ils ont un sous-traitant en Inde, et le contrat ne prévoit absolument pas de patcher si des vulnérabilités sont détectées sur le code. Donc ils se retrouvent comment dire, avec un problème. Ils n'ont pas la SBOM du binaire, donc du logiciel, et les CVE ne sont pas patchés. Donc il faut revoir les contrats avec vos fournisseurs. Pensez à l'après-mise sur le marché, donc tout ce que je vous ai dit sur les mises à jour, et évidemment vérifier le marquage C. Toujours pas de questions? Toujours pas de questions. Ça fait sens, tous les termes, pas de problème là-dessus? OK. Alors, les fameux achats, je m'attarde dessus parce que je me suis rendu compte que c'est un problème à la fois chez les grands groupes avec qui on travaille, qui on voit notre solution, mais aussi pour les petites entreprises. Donc, quand vous achetez un logiciel ou une brique, il faut vraiment demander noir sur blanc quel est le support, quelle est la période d'assistance, quelles sont les versions utilisées, et comment est-ce qu'on va nous prévenir s'il y a un changement, s'il y a un correctif, etc. Il faut vraiment les procédures, il faut détailler. Il faut demander des exigences aussi sur les mises à jour. Est-ce qu'elles sont gratuites? Est-ce qu'elles sont automatiques? Est-ce qu'elles sont déjà activées? Est-ce qu'elles sont signées? Est-ce qu'il y a un rollback de prévu? Parce qu'une mise à jour, j'espère que vous le savez, une mise à jour peut corriger des vulnes, mais peut aussi en introduire de nouvelles. Donc si elle en introduit beaucoup plus qu'elle n'en corrige, il faut prévoir le rollback au cas où. Demandez-lui aussi de vous fournir la Software Bill of Material. Je le répète, la SBOM, c'est très important. Il faut qu'il vous la fournisse à chaque release, donc à chaque nouvelle version ou à chaque correctif. Et il doit vous la fournir en format machine. Les standards, c'est SPDX ou CycloneDX, peu importe. Mais il vous faut cette ESBOM. C'est vraiment crucial. Il faut se renseigner aussi sur les SLA, donc les Service Level Agreement, c'est-à-dire si une nouvelle vulnérabilité est détectée, en combien de temps il prévoit de la corriger. Vous devez tracer les builds, des signatures, etc. Bon, je ne vais pas vous faire tous les trucs, mais voilà, vous devez en fait revoir les contrats fournisseurs et vérifier tous ces points. Pas de questions sur les termes que j'ai utilisés? SBOM, tout le monde a compris. Les CVE, on sait ce que c'est. Ouais, je pense que oui, hein, on a quand même un public très averti. Eh ben, on est bon alors. Ça va, sauf, de toute façon, tu as posé la question au démarrage. S'il y a quoi que ce soit qui n'était pas clair, en abréviation. Oui, oui, absolument. Oui, on parle un peu technique parce qu'il nous voilà, il y a des éléments quand même à posséder. La SBOM, par exemple, c'était pas obligatoire et automatique chez beaucoup d'entreprises. Maintenant, ça le devient. Il faut posséder la SBOM. C'est ce qui vous permet voilà, de vérifier techniquement les vulnérabilités dans une build, dans un correctif ou dans un logiciel, que ce soit un produit externe ou même un produit de vos propres équipes. Donc en outil d'intégration, on vérifie la SBOM. Vous pouvez la reconstituer à partir des binaires ou vous la constituez par exemple quand vous réfléchissez à l'étape Security by Design. Je vous ai fait une petite roadmap, c'est un exemple, c'est pas forcément la roadmap à suivre, on va dire. Donc, je passe rapidement dessus parce que je voudrais qu'on ait un peu de temps pour discuter après. Donc, en 2025, on met la mécanique en route. Donc, vous allez cartographier vos produits, risques et la méthode d'évaluation. On essaye de standardiser un peu tout ça. On récupère les SBOM, on essaie de les rendre automatiques si possible. On vérifie les scans de signature qui proviennent de l'extérieur. On signe aussi nos produits et nos logiciels et on formalise par exemple un processus de notification unique. Ça peut être commun d'ailleurs à CRA, NIS2, RGPD ou RED, mais voilà, il faut avoir les processus en tête. En 2026, vous mettez à l'épreuve, vous faites des auto-évaluations, vous faites des audits potentiellement externes, vous essayez d'apprendre aussi le jargon, les CVE,
quel type de vulnérabilité quand on parle de vulnérabilité, en fait, c'est très large, de quel type de vulnérabilité on parle, est-ce qu'on peut la corriger ou pas, est-ce qu'on a accès au code ou pas du tout, si ça vient d'un fournisseur, quel levier on a réel pour le forcer à corriger, etc. Et en 2027, vous essayez de viser la preuve en continu, donc contrôle tiers, les certifs sont bouclés, un dossier technique qui est vivant, qui est à jour, vous vérifiez les patchs, qu'il n'y ait pas de retard, et une capacité de retrait si besoin. Stéphanie, je rejoins ce que tu m'avais dit, les rôles clés, donc j'ai remis. Alors c'est différent. Je suis conscient que dans les petites entreprises, tout le monde n'a pas ce genre de rôle, mais les équipes qui développent, voilà, ils doivent se concentrer sur la période d'assistance, le plan d'un correctif si besoin. Il y aura forcément besoin d'un plan de correctif, croyez-moi. Les DevOps se chargent de construire la SBOM et de signer les paquets. Si vous avez un CERT, je ne suis pas sûr que tout le monde ait un CERT chez soi, c'est eux qui gèrent les vulnérabilités, ils font des exercices d'auto-évaluation et c'est eux qui sont en charge de la relation avec l'ANSSI ou le Urgence Cyber pour la région Sud. Les achats, toute personne qui passe un contrat avec un fournisseur, c'est lui qui va se charger des clauses de sécurité et de la conformité contractuelle. Donc vérifier aussi que ce qu'on achète à notre fournisseur est conforme au CRA. C'est pas à nous, quand on le reçoit, de le mettre en conformité, c'est le fournisseur qui doit nous donner ça. Donc ça pourra vous donner aussi des exemples de dossiers techniques de CRA, de comment votre fournisseur se protège, comment il met à jour ses documents, et vous pourrez avoir un exemple en lui demandant. Évidemment, après, vous avez le support ou la com, donc c'est la personne qui est chargée, c'est la personne de contact, on va dire, qui est chargée voilà, de communiquer sur les mises à jour, de communiquer si une vulnérabilité est exploitée, et potentiellement une FAQ client si besoin. Parce que les clients, enfin les utilisateurs finaux, sont en droit de recevoir des informations de la part du fabricant. Très important. Donc vous devez communiquer. Alors, quelques exemples d'outils. Je ne vais pas passer tout en revue. C'est des outils open source parce que je pense que les grandes entreprises sont déjà équipées et que les PME ne recherchent pas forcément des outils à plusieurs millions pour se sécuriser. Si j'en avais un à vous conseiller, ce serait Dependency Track, qui est au milieu. C'est un outil de l'OWASP. Il vous sert en fait à suivre les vulnérabilités à partir de la SBOM. Donc, une fois que vous avez construit votre SBOM en interne ou que vous l'avez demandé à vos suppliers, vous pouvez donner à manger à Dependency Track une SBOM au format machine, donc Cyclone DX ou SPDX, et cela va vous aider à suivre les CVE au jour le jour sur vos logiciels. C'est-à-dire, si vous mettez la SBOM aujourd'hui dans Dependency Track et que dans 2 semaines, une vulnérabilité nouvelle est découverte et qu'elle affecte un de vos produits, vous serez averti et vous pourrez corriger cette vulnérabilité en très peu de temps. Je vous ai mis d'autres outils. Bon, très honnêtement, je pourrais vous en citer 1000 autres. C'est des exemples. Nous, je sais qu'on utilise beaucoup le framework ISO 27005 aussi en interne, soit manuel, soit de façon automatique pour classifier les assets, donc que ce soit les composants logiciels ou notre infrastructure. Et je vous donne un bon outil que vous connaissez sûrement, la matrice RACI. C'est des matrices de responsabilité. Ça m'a sauvé la vie plusieurs fois sur des contrats avec des fournisseurs. Vous faites un contrat de texte et vous faites une matrice RACI. S'il y a la question dans le chat, je pourrais vous montrer un exemple. C'est vraiment des matrices de responsabilité qui explicitent, noir sur blanc, c'est des tableaux en général, qui est responsable d'une action, qui est consulté pour l'action, qui est informé et qui l'a fait. Donc par exemple, pour une mise à jour, on va dire qui est responsable. Est-ce que c'est notre fournisseur? Si oui, quelle équipe? Ou est-ce que c'est nous en interne? Qui doit être informé? Donc les utilisateurs, l'ANSSI, etc., etc. Donc ça, c'est des bons outils pour commencer, on va dire, pour débuter et se familiariser avec les vulnérabilités, quels sont les risques que je peux avoir, etc. Pour les plus ardus d'entre vous, ceux qui sont un peu plus matures peut-être en cyber, je vous ai mis des outils pour apprendre le hacking. Nous, la base, c'est si vous voulez corriger des vulnérabilités, vous devez comprendre ce qu'est une vulnérabilité, vous devez comprendre comment elle fonctionne et comment on exploite une faille d'un logiciel. Alors, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, on va dire, et
et faire preuve de proactivité. Si vous connaissez les risques et que vous arrivez à exploiter des vulnérabilités dans les logiciels, vous pourrez alors mieux comprendre comment on crée un produit sécure. Vous pouvez mieux facilement identifier les risques, etc. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement des vulnes, des machines, des produits que vous pouvez attaquer en toute liberté pour justement vous former là-dessus. Je vous parle un peu rapidement de Moabi, donc de ce qu'on fait. On est parti du principe que, alors on vient du monde du pentest à la base, on est parti du principe que donner des missions répétitives à des ingénieurs, c'est pas forcément une bonne idée. Donc on a essayé d'automatiser en fait l'audit logiciel. Donc pour être très rapide, Moabi, vous lui donnez un binaire, donc quelque chose qui est compilé, qui va en prod. On n'a pas besoin du code source, vous le mettez dans la plateforme, et ça vous donne la liste des vulnérabilités, ça vous construit la SBOM de façon automatique, ça vous donne des plans de remédiation évidemment. Le CV monitoring, vous pouvez suivre vos vulnérabilités en temps réel à la manière de Dependency Track. Ça vous fait des analyses de risque ISO 27005, et je ne vais pas détailler les deux derniers parce que c'est beaucoup trop, c'est trop high level pour ce que demande le CRA. Donc voilà ce qu'on fait. Un exemple, par exemple, c'est une application bancaire qui est disponible sur Android. Donc j'imagine que certains éditeurs ont l'application sur leur téléphone. C'est pour vous prouver que même des grosses entreprises comme des banques, j'aurai les mêmes exemples avec des constructeurs automobiles, publient aujourd'hui des produits avec des vulnérabilités. Là, on peut voir que l'application, je ne me souviens plus laquelle c'est, contient 8 vulnérabilités publiques, donc des CVE. Elle contient 2 problèmes de hardening, donc c'est des problèmes de défense en profondeur. Il y a un guide de l'ANSI là-dessus qui est très bien, je le répète. Ils ont un problème de cryptographie, donc ils utilisent un algorithme de crypto qui est trop vieux, qui a été cassé déjà, donc ça peut être un problème. Un problème de legacy et de la compliance. L'idée en vous montrant ça, c'est vous exposer que même voilà, les grands groupes font des erreurs et publient aujourd'hui, ça c'est une application, j'ai fait le scan semaine dernière, publie des produits avec des vulnérabilités. Je ne sais pas encore comment ça va s'articuler avec le CRA, mais pour moi, beaucoup de produits vont être mis sur le marché avec des vulnérabilités parce qu'on ne peut pas tout patcher le jour même et elles ne sont pas toutes exploitables, donc il y a un peu de tri à faire dans le bruit de on identifie des vulnérabilités. Par exemple, pour le hardening, vous voyez la photo du bas avec la partie rouge, c'est le bout de code à ajouter pour corriger un problème de hardening, par exemple. Toujours pas de questions? Si, des questions, Nicolas. J'ai pas fini, je ferai ma conclusion après, alors. En fait, Cécilia avait une question, mais elle m'a répondu que tu avais répondu. La question, c'était quels sont les éléments cruciaux indiqués dans le SBOM pour qu'il soit valable et auditable, mais tu as répondu immédiatement après qu'elle ait posé la question. Mais tu peux redonner la réponse. Alors, je vais chercher après, je dois avoir des exemples de SBOM que je peux vous trouver. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a le format machine, donc c'est les deux formats CycloneDX, SPDX, qu'on donne à manger à des outils en fait. Voilà, ça c'est le format machine. Vous pouvez avoir une SBOM au format Excel, hein, ça, ou HTML ou ce que vous voulez. En fait, personne viendra vous contrôler là-dessus. C'est même mieux parce que lire du CycloneDX, c'est pas donné à tout le monde, même si ça reste simple. Mais vous pouvez avoir tout à fait un Excel à jour avec les composants. Je vous trouve un exemple après. Je finis mes slides et je vous trouve un exemple. Une autre question, j'en profite. Oui. Thomas. Comment gérer les dépendances open source de bas niveau, par exemple des bibliothèques? Dans ce contexte, il est souvent difficile de disposer de CVE ou de correctifs. Et donc, finalement, comment rester conforme au CRA lorsque, alors je ne sais pas si on dit là ou le SBOM, la SBOM inclut des bibliothèques open source critiques sans pour autant les réécrire? C'était la question la plus difficile à laquelle je m'attendais. C'est une très bonne question de Thomas. J'ai parlé avec beaucoup d'industriels qui sont nos clients aujourd'hui sur ça, sur le problème de l'open source. Oui, beaucoup, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de logiciels et de fabricants ont recours à de l'open source. Et la question, c'est que faire quand l'open source contient une vulnérabilité, peu importe si elle est critique ou pas.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la corrige nous-mêmes? Mais à ce moment-là, on a forqué l'open source et on est responsable du coup de cette bibliothèque open source. Et on ne peut pas exiger de la communauté qu'il fasse un patch. En général, c'est à jour, mais il peut y avoir des soucis. Il peut y avoir des grosses vulnérabilités. Je pense que l'open source, c'est un point d'attention particulier à avoir. On pourrait faire un webinaire dédié à ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais comme l'open source est maintenu par la communauté, il y a des agents qui ont essayé d'introduire des backdoors, donc des portes dérobées, dans des composants open source utilisés par le monde entier. Heureusement, ça s'est vu. Mais c'est un sujet, l'open source. J'ai pas de réponse claire. Je dirais qu'il faut essayer d'auditer l'open source à part. C'est-à-dire on télécharge le repo de l'open source, on l'audite que lui, et on définit et on peut après statuer, est-ce qu'on l'intègre dans notre produit, est-ce qu'on l'intègre pas, est-ce qu'on patch quelque chose potentiellement avant et est-ce qu'on l'intègre après, sachant que si on le patch après, c'est plus le même code qu'on a téléchargé, donc ça devient plus compliqué à maintenir. Enfin, ça ajoute de la complexité, on va dire, au processus qui est déjà assez complexe selon moi. Donc je sais pas ce que le CRA va prévoir. Je sais pas si Stéphane a un mot là-dessus, parce qu'il a parlé d'open source. Moi, je sais que ça va être un problème. Stéphane a eu un meeting à 11h30, donc il nous a quittés en excuse auprès des auditeurs, auprès de toi, Nicolas. Je pense que ce sujet open source, en tout cas pour être allé à l'ACN, à Paris, à l'Alliance pour la confiance numérique, le sujet open source est sur la table pour tout le monde et personne, y compris l'ANSSI, qui était présente, enfin des experts techniques de l'ANSSI, n'ont de réponse officielle à donner aujourd'hui. Donc je pense que c'est dans l'attente pour l'instant. Bon, ça me rassure, alors que je n'ai pas la réponse. Si l'ANSSI l'a pas, ça me va bien. La personne présente ne pouvait pas donner d'informations fiables. Voilà, donc je pense que même eux n'ont pas statué en fait de comment ils vont gérer des trucs d'open source, parce que même des groupes comme Thales ou Airbus, ou enfin peu importe, ceux qui ont énormément de logiciels, qui écrivent du logiciel et qui en intègrent, même pour eux ça va être compliqué en fait d'être sûr que l'open source ne contient pas de vulnérabilité. C'est un sujet. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est on se concentre d'abord sur nos produits. Et si nos produits sont absolument dépendants de le composant open source, il faut auditer les composants open source également. Ça fait beaucoup de choses à auditer, je suis conscient. C'est pour ça que je vous ai donné des outils qui essayent d'automatiser un peu ça. Je vous ai montré un peu ce qu'on faisait chez Moabi, voilà, pour question d'automatiser en fait tous les tests, parce qu'on ne peut plus le faire à la main. Si vous appelez Renault, vous avez énormément de logiciels. Vous ne pouvez pas tout faire à la main, même si vous avez des équipes dédiées, et encore moins les PME qui n'ont pas les ressources financières ni humaines pour auditer toute la journée des logiciels. Parfait. Petite slide de conclusion. Donc, j'ai volontairement mis plusieurs points et détaillé un peu pour que vous puissiez reprendre après ces points. Donc, il faut être proactif. On commence tout de suite à penser au CRA, à voir nos produits, à les classifier, à se dire voilà, comment on peut avoir la SBOM de nos produits, ce qui viennent de l'extérieur, etc. On commence à se poser ces questions. On écrit tout. C'est très important d'avoir des preuves à montrer aux autorités de régulation, parce que le jour où l'ANSSI va toquer à la porte, si la documentation n'est pas à jour, si la SBOM date d'il y a 1 an, si rien n'est bon, ça va être un problème. Si tout est à jour, ils vont être ils vont être plus gentils, on va dire. Et ils vont vous aider, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne sais pas si vous pouvez leur demander, je crois qu'ils n'interviennent pas pour vous aider à rédiger ou juste contrôler si vous avez bien fait votre dossier. Ça, j'ai un souci. Par contre, peut-être qu'Urgence Cyber, le CERT du Sud, pourra vous aider là-dessus. Donc, c'est vraiment important. Il faut documenter dans le but d'avoir des preuves pour pouvoir prouver que vous êtes de bonne foi. Et les auto-évaluations, vous imaginez, si on se fie à la confiance de tout le monde, ça va pas. On fait confiance et on vérifie. Donc, l'ANSSI va vérifier ce que vous allez produire, va vérifier les SBOM, va vérifier les scans, les builds que vous avez faites et si les mises à jour sont poussées gratuitement aux utilisateurs. Vous essayez dans la mesure du possible de suivre en continu, donc les vulnérabilités. Vous mettez à jour votre SBOM toujours et vous vous tenez prêt à agir si une vulnérabilité est détectée et qu'elle est exploitée.
En général, si vous trouvez une vulnérabilité aujourd'hui, elle ne sera pas exploitée dans la journée, j'imagine. Vous avez un peu de temps pour corriger. Après, on pourrait parler des vulnérabilités aussi en soi, parce que les vulnérabilités, on pourrait faire un webinaire entier sur le triage des vulnérabilités, le score de criticité d'une vulnérabilité, est-ce qu'elle est présente, mais est-ce qu'elle est exploitable. C'est un gros sujet aussi, parce que le CRA n'en parle pas, mais techniquement, on commence à toucher des sujets complexes quand on parle de vulnérabilité. On choisit la bonne certification, on réfléchit déjà si on va devoir faire des audits en interne, donc si oui, avec quels outils, quel framework, quelles normes, etc. Et sinon, j'ai envie de dire, c'est tout bénef non, vous n'avez rien à prévoir en interne, vous devez juste chercher un tiers. Alors là, on rentre dans les catégories où si vous faites appel à un tiers, est-ce que vous avez le budget, la bande passante pour vous occuper d'un tiers? Je le redis, on cadre ses fournisseurs, c'est très important. Renault, par exemple, cadre énormément ses fournisseurs parce que c'est pas eux qui écrivent le logiciel des voitures, c'est Bosch, Valeo, Continental. Et quand ils se font livrer, ils exigent que les binaires de livraison soient conformes à ce qui a été mentionné dans le contrat. Donc vous exigez de la SBOM, vous exigez des SLA pour corriger les vulnes et vous demandez des preuves de conformité CRA si vous fournissez du logiciel ou du hardware, ou les deux d'ailleurs. Vous essayez d'aligner l'organisation en interne sur les produits en fonction de ce que vous avez dans votre entreprise, que vous soyez petit ou gros. Vous avez forcément des gens qui font les contrats avec les fournisseurs et des gens qui développent. Ça suffit pour faire de la conformité CRA. Et voilà, l'idée, c'est de démontrer que vos produits sont sûrs, que vous avez réfléchi à leur cybersécurité. Vous n'avez pas juste développé une application, vous l'avez mis sur le Play Store et c'est réglé. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est plus comme ça qu'on va faire. C'est vraiment, voilà, tous les produits doivent être conformes et on doit avoir réfléchi à leur cyber avant de les mettre en production ou avant de les donner à des utilisateurs. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions. Vous pouvez continuer de les poser, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je retiens plusieurs choses, 4 choses. Hein, décidément, c'est le chiffre 4 aujourd'hui. Tu as parlé de processus, donc c'est effectivement toujours une question de processus. Et j'ai beaucoup aimé ton analogie. Le CRA, c'est un film. C'est pas une photo. Je trouve ça assez parlant. L'importance de la SBOM et de la BOM, hein, hardware, software, et la chaîne de responsabilité. Ça, Oui. quand même un énorme sujet. C'est que, bien sûr, tous, on ne fait pas tout, on utilise ce que d'autres ont fait, et donc chacun a sa part de responsabilité. Et tu parlais beaucoup des fournisseurs. Absolument. Et on a toujours le doute sur l'open source. Bon, ça, on n'aura pas toutes les réponses sur ce sujet. Pour être honnête, ça va être compliqué de statuer, je pense. Il faut rester alerte sur le texte et sur ce qui se dit en France. Faites de la veille pour voir comment ça évolue. On n'est pas à l'abri que ça évolue. Je pense notamment, je sors du contexte NIS 2, le texte qui prévoit, qui couvre les exigences cyber pour les opérateurs d'importance vitale, vient de changer. Et les éditeurs de logiciels sont maintenant aussi concernés. Même si vous éditez n'importe quel type de logiciel, même si ce n'est pas vital pour la sécurité du pays, etc., vous êtes concerné par NIS 2. Donc voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un retoquage du texte, une modification, n'importe quoi. Donc vérifiez. Parfait. Alors je profite de cette tribune, de ce webinaire, pour vous parler des premiers résultats de l'enquête. Merci beaucoup Nicolas, c'était très très clair et j'ai beaucoup en mémoire maintenant les prochains sujets, open source et vulnérabilité. Ce sera peut-être le sujet qu'on traitera sur le prochain webinaire, puisque je pense que c'est quand même des points. C'est un peu plus technique, mais quand le CRA vous dit en annexe, je sais même plus si je partage mon écran, mais je suis passée sur l'écran du résultat de l'enquête, mais effectivement. Je me permets, exigence essentielle de cybersécurité dans l'annexe 1, petit 2, alinéa A. Le produit doit être mis à disposition sur le marché sans vulnérabilité exploitable connue.
ça veut tout et rien dire. C'est une Cette phrase phrase, super difficile à mettre dans le contexte et je pense que ça mérite un peu d'éclaircissement, voilà, si on a le temps un jour de parler des vulnérabilités. Absolument. Merci en tout Merci cas. à vous. Je t'invite à rester en ligne, hein, bien évidemment. Oui, oui, je reste. Et donc, on va aborder, puisqu'on a la première étape, c'était cette fameuse enquête que je me permets de vous partager sur la classification. C'est étape 1, si je me souviens bien, dans ta slide, Nicolas. Étape 1, définir votre classe. J'ai bien retenu C'est ça. le process. Alors, on a mené cette enquête en septembre, elle est toujours en cours. Je vous ai mis le lien, enfin c'est Aldric plutôt qui vous a mis le lien dans la partie chat. Vous pouvez toujours y répondre. Plus on aura d'informations, plus on comprendra bien qui est concerné, qui rentre dans quoi. Donc aujourd'hui, on a à peu près 10% des TPE-PME qui ont répondu, donc 23 entreprises qui ont répondu. On a une répartition hardware-software à peu près équivalente dans ces réponses. Ce qui est normal. Au sein du pôle, on a hardware et software, même si normalement un peu moins de hardware que de software. Une chose importante qu'on a retenue, c'est qu'il y a une seule entreprise du panel qui dispose d'une certification ISO 27001. Ça, c'est donc une certification d'organisation de l'entreprise. Ce qui est assez en ligne, j'ai fait quelques petites études, qui est assez en ligne avec le nombre de certifications ISO 27001 qui sont délivrées chaque année, qui sont faibles, très, très, très faibles par rapport à des PME. Donc, on n'est pas très différent de ce qui existe sur l'ensemble des PME similaires à notre écosystème. 5 entreprises sur 23 ont une certification produit. Alors souvent des critères communs CSPN, mais aussi d'autres typologies de certification. C'est assez logique aussi en ce qui concerne notre écosystème. On verra si jamais chez 40, 50 entreprises qui répondent, si on est toujours dans ces proportions-là. Et j'ai quelques points un peu plus compliqués qui suivent, c'est que plus de 40% des entreprises n'ont pas conduit d'analyse de risque organisationnel. Et plus de 56% des entreprises de ces 23 n'ont pas conduit d'analyse de risque produit. Donc là, on rentre dans une petite inquiétude, on va dire, et j'espère que le webinaire qu'on a déployé aujourd'hui vous permettra de comprendre qu'il vaut mieux commencer à le faire le plus rapidement possible et vous êtes accompagné pour ça, profitez-en. On a des moyens à mettre à votre disposition. Donc ça, c'est un petit peu les points sensibles qui sont ressortis de cette enquête pour l'instant. Et un dernier point très important, 60% des entreprises qui ont répondu manipulent des données sensibles. Donc, on voit bien que tout cumulé, il y aura des empilements. Il y a des sujets IA Act, il y aura des sujets RED, il y a des sujets CRA. Bref, il y a tout qui s'entremêle et on se rend bien compte qu'il y a encore un petit peu de boulot, en particulier pour les analyses de risque. Concernant les classes, on a fait cet exercice, donc avec des pondérations. Donc tout ça a été fait avec Trust & Company d'ailleurs. Je rappelle, classe 0, alors c'est standard, je n'ai pas les termes exacts, il y a plein de termes qui sont utilisés par défaut ou standard, classe 0. Classe 1, plutôt important, classe 2, avec d'autres typologies, mais c'est aussi important, et classe 3, on est en critique. Ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est que tout le monde est concerné, ça on vous l'a déjà dit, sauf les sociétés de services. Nous avons aussi des sociétés de services au pôle, et peut-être ceux qui feraient de l'optique pure, donc sans électronique, uniquement du matériel en fait, qui serait particulier. Sur l'échantillon, 48% sont en classe standard, a priori, je prends des pincettes, donc en auto-évaluation. Et plus de la moitié, donc 52%, n'y sont pas. Vous avez même, je crois que c'est une société qui est en classe 3 selon nos estimations. Je crois que c'est 3 sociétés qui sont en classe 2 et les autres en classe 1. Donc, il y aura effectivement des sujets de tiers, comme on l'a expliqué et comme l'a redit à la fois Stéphane et Nicolas, de tiers évaluateurs ou de tiers certificateurs dans certains cas.
Et la classification des produits, elle est estimée, puisque j'ai cru comprendre aussi que tout peut évoluer au niveau de ce que peut être exigé par le CR, ce qui peut être exigé par le CRA. La typologie des produits est provisoire, la liste est en évolution, les sociétés qui changeraient de classe auraient 12 mois pour se remettre en conformité par rapport à la nouvelle liste, à la nouvelle classe. Donc tout ça n'est pas encore définitif. Donc on prend un petit peu des pincettes quand même par rapport à ça, mais les grandes lignes sont là. Donc il ne faut pas hésiter à commencer à faire son travail de classe. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade-là. L'enquête n'est pas terminée, mais ça nous donne déjà une très belle photo. Et donc, quoi qu'il en soit, je redonne le message de la préparation. On ne se préparera pas en 2 mois. Il faut du temps, surtout une TPE-PME. Il faut 12 à 24 mois, je pense, pour avoir la bande passante en interne, l'organisation en interne pour le faire et les moyens pour le faire. Donc, je réitère le sujet du début qui est n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ce sujet. J'ai une main levée, je vais voir qui a levé la main. C'est encore Yacine. Yacine, vous avez peut-être des compléments à donner. Je rappelle que vous êtes de chez Thales. Je vais vous ouvrir le micro. Voilà, normalement, vous avez la parole. Oui, merci. En fait, il y a un point très important qui est manqué en fait par le CRA, c'est tout ce qui est l'analyse de risque et la gestion des risques de l'environnement de développement. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune exigence dans le CRA, mais en fait, ce sujet il est sous-jacent aussi à la sécurité du produit, puisque le produit logiciel, si c'est un produit logiciel, il va être développé dans un certain environnement avec des accès qui peuvent être à distance, etc. Et en fait, un des points aujourd'hui qui est manquant en fait du CRA, c'est toute la sécurité de cet environnement en termes d'exigence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigence d'analyse de risque de l'environnement de développement. Il n'y a même pas d'exigence sur la gestion des risques. C'est pourquoi il y a un certain nombre d'entreprises plutôt de grand format. Non seulement elles se focalisent sur le CRA, mais elles se focalisent aussi sur la gestion des risques et l'analyse de risques de leurs environnements de développement. Donc c'est un sujet un peu supplémentaire qui est aussi important pour s'affranchir de vulnérabilités qui pourraient être introduites par des accès qui sont pas mal sécurisés au niveau du développement ou bien etc. etc. Donc il y a quand même un sujet qui a été manqué un petit peu par le CRA, qui a été manqué aussi par un autre standard côté sécurité industrielle qui est la 4.1 sur la partie SDLC. Et donc, c'est un sujet un petit peu qui n'est pas complètement réglementaire, mais qui va être important, en tout cas, pour sécuriser aussi les produits. Très bien, merci beaucoup. Yacine, on en parlera peut-être au prochain webinaire, parce que où les choses auront peut-être évolué d'ici là, hein, j'imagine que les choses bougent, hein, on l'a bien dit depuis le début, et peut-être qu'il y aura ce point qui sera relevé dans le futur proche et dont on parlera. Merci beaucoup pour votre présence, pour les interventions donc, de Stéphane, hein, qui s'excuse une nouvelle fois d'avoir dû passer en comité à 11h30, et de Nicolas. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Le webinaire sera disponible en replay d'ici 24 à 48 heures sur notre site, donc www.actantis.com. Et les présentations peuvent être disponibles si vous en faites la demande. On ne va peut-être pas les pousser à tous. N'hésitez pas à répondre au petit questionnaire qui vous sera envoyé automatiquement par le système. Plus vous nous répondrez, plus on orientera mieux les prochains webinaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'être accompagné dans le processus, définir le processus, évaluer les processus, faire des analyses de risque, faire des pen tests, travailler les certifications, comprendre ce à quoi vous vous exposez, etc., etc. On est là pour vous aider sur ce sujet. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine édition d'un webinaire Security by Design et certification. À bientôt.